Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Public Sénat. Nous sommes ensemble pour vous faire vivre ce 99e congrès des maires de France qui se tient porte de Versailles à Paris. Journée particulière aujourd'hui puisque le chef de l'État doit venir s'exprimer devant les maires. On le sait, il est attendu de pied ferme en ce qui concerne la baisse des dotations aux collectivités. On va bien sûr en parler aujourd'hui, mais l'actualité aujourd'hui, ce sont ces terribles inondations après le Loiret, Lyon, l'Île-de-France est à son tour touché par cette crue historique de la Seine. Pour en parler, Daniel Level est avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes maire Les Républicains de Fourqueux dans les Yvelines, une commune également touchée par ces intempéries. Est-ce que vous attendiez à une telle crue, à de telles inondations dans votre commune? Alors Fourqueux est une commune située sur le versant nord de la forêt de Marly-le-Roi et depuis quelque temps nous avions constaté que l'eau ne pénétrait plus, elle ne faisait que ruisseler. Donc on a eu la création mardi matin, à partir de 4 h du matin, de torrents qui sont venus donc inonder pas mal de pavillons de Fourqueux. Donc deux types d'inondations, le ruissellement et aussi la remontée de la nappe phréatique par capillarité qui inonde quelques sous-sols. Oui, on imagine qu'on n'est pas tellement prêt à faire face à ce type de situation. Comment vous êtes-vous organisé? Alors on est prêt pour les situations de remontée par capillarité de la nappe phréatique. Beaucoup de pavillons sont équipés de pompes, donc là ça ne pose pas trop de problèmes. Mais par contre les torrents nouveaux et le débordement du rue de Buzeau qui vient de la forêt de Marly ont été vraiment très spectaculaires. Le rue de Buzeau a complètement quitté son lit et inondé tous les espaces sportifs, bon, sans gros dégâts, pas encore constatés pour l'instant, mais surtout une quinzaine de pavillons ont eu tous les sous-sols inondés, 2,50 m d'eau dans le sous-sol, c'est vraiment impressionnant. Oui, ça nécessite la mobilisation des services, des sapeurs-pompiers, on imagine aussi. Alors les sapeurs-pompiers nous ont aidés sur le diagnostic et ensuite c'est une chaîne de solidarité entre les services techniques de la commune et puis les voisins, les amis. Tout le monde s'y est mis, moi-même, toute la journée on a passé du temps on est allé racheter des pompes pour aider la population à vider ces caves et aussi à détourner l'eau qui venait de la forêt. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet? On sait que la crue de la Seine doit continuer aujourd'hui. Alors la crue de la Seine continue aujourd'hui, encore demain, donc nous on n'est pas impacté directement par la crue de la Seine, nous ne sommes impactés que par les eaux de pluie, par le ruissellement des eaux de la forêt. Oui, vous êtes membre, je le disais, de l'association des maires d'Île-de-France. Est-ce qu'il y a aussi une solidarité entre les élus? On sait que beaucoup de communes en Seine-et-Marne, notamment Nemours, particulièrement touchées avec le centre-ville évacué. Il y a une solidarité aussi qui s'organise entre les maires? Stéphane Baudet a fait passer des informations sur la capacité que nous avions à prêter du matériel, à prêter des hommes pour faire en sorte que la solidarité soit très active pour mener à bien des opérations de sauvetage. Oui. Vous le disiez, des pavillons touchés, concrètement, ça a été quoi? Des caves inondées? Comment ça s'est passé? Beaucoup de caves inondées, alors une cinquantaine de caves touchées, mais 10 pavillons dont les sous-sols ont été complètement inondés, 2,50 m d'eau dans le sous-sol, ça mobilise du temps, ça mobilise des hommes, et maintenant on gère l'après-inondation, où là on met en place des bennes pour pouvoir évacuer tout ce qui ne servira plus, tout ce qui a été détruit par l'eau. Oui, vous avez besoin aussi de solidarité de la part de l'État pour faire face à ce type de situation exceptionnelle? Je n'y compte pas beaucoup, donc on est habitué maintenant à travailler par soi-même, à gérer par soi-même, et la plus belle solidarité c'est celle de la proximité, donc on a fait appel aux communes voisines qui sont moins touchées pour faire en sorte qu'on puisse réagir très vite. Merci beaucoup Daniel Level, et puis on rappelle que la prudence est de mise pour les téléspectateurs. Guillaume Doyen de notre partenaire La Gazette des Communes est également avec nous sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, débat consacré à cette baisse des dotations aux collectivités, c'est l'heure des arbitrages. Ce matin on en débat en plénière et on va pouvoir écouter dans un instant les débats. Comment finalement évaluez-vous l'état des finances locales aujourd'hui? Il faut vous donner des ordres de grandeur. Si vous voulez, en 2014, la dotation de fonctionnement aux collectivités locales, c'était de l'ordre de 40 milliards d'euros par an. Tendanciellement, on s'approche des 30 milliards d'euros par an. Donc c'est une très forte baisse qui a eu des effets sur l'investissement, sur l'impôt. Les communes ont désinvesti, elles ont mis de l'argent de côté et elles ont dû augmenter leurs impôts et leurs tarifs locaux pour faire face. La catastrophe annoncée par certains n'a pas eu lieu cependant, elles s'en sont quand même tirées, elles ont réussi à se sortir de la situation, mais elles disent qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus tenir et qu'une nouvelle baisse, celle de 3,6 milliards d'euros qui a été annoncée, pour 2017 ne serait plus jouable. Elles ne pourraient plus faire face à leurs obligations. Ouais. On sait que les maires ont dû faire des choix, ils ont dû faire des arbitrages. Est-ce qu'ils ont aussi finalement trouvé d'autres idées pour bénéficier de nouvelles ressources dans leur commune? Non, ils ont utilisé les ressources les plus classiques qui soient. Ils ont plusieurs leviers. Ils ont celui de la fiscalité, ils l'ont utilisé. Ils ont augmenté les tarifs scolaires, par exemple.
Ils ont eu de toute façon besoin de ressources nouvelles pour la totalité des tarifs municipaux. Et ils ont surtout bien mieux maîtrisé la trajectoire de leurs dépenses de fonctionnement. Donc ils ont fait des efforts, ils se sont serrés la ceinture, mais le problème c'est qu'ils ont beaucoup moins investi et ça a un impact sur l'économie. Sur l'économie de la construction par exemple, sur les routes, sur le bâtiment, sur tout ce que vous voulez. Ça pose un vrai problème plus vaste. Alors on le disait, François Hollande doit s'exprimer cet après-midi devant les maires. Il pourrait être chahuté, le chef de l'État. On sait que François Baroin, président de l'AMF, a déjà dit qu'il ne voulait pas d'1 milliard d'euros qui pourrait être dégagé en faveur des collectivités. Alors, François Baroin a dit deux choses. Que le président de la République serait bien reçu par des élus républicains, parce que je pense qu'il est un peu inquiet qu'il y ait une espèce de bronca dans la salle. Et il a également dit qu'il souhaitait l'annulation pure et simple de cette nouvelle baisse de dotation. Les élus ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une annulation totale, peut-être un lissage de la baisse, peut-être une augmentation de l'actuel fonds d'investissement, mais ce ne sera pas le Père Noël, le président de la République, c'est sûr. Merci beaucoup Guillaume Doyen, on vous retrouve cet après-midi. En attendant, je vous propose d'écouter le débat consacré à cette baisse des dotations et à l'heure des arbitrages pour les élus. On écoute tout de suite Philippe Laurent, le maire de Sceaux. Il est également le président de la commission fiscalité ici à l'AMF. L'une des premières conséquences graves de cette baisse des moyens financiers de nos communes en provenance de l'État, c'est naturellement le recul historique des dépenses d'équipement. Antoine va nous en parler. Oui, merci Philippe. Je voudrais à mon tour vous saluer toutes et tous, remercier chaleureusement les membres de la Commission des Finances qui sont très présents et très actifs tout au long de l'année, un travail remarquable, et puis dire aussi que sous la houlette de Nathalie Brodin, on a un service finance à l'AMF qui est particulièrement performant. Je tiens également à remercier parce qu'il est toujours au travail. Voilà. Alors effectivement, Philippe l'a dit, dans ce contexte, on a à la fois d'ores et déjà, on y viendra dans le constat des difficultés sur le fonctionnement de nos collectivités et sur les services à la population, mais, et c'est le premier point qui a toujours été évoqué, c'est le recul de l'investissement. Très préoccupant pour la croissance de notre pays, pour le développement de nos territoires, et là les chiffres sont extrêmement clairs. C'est un recul, Philippe a eu raison de le qualifier d'historique, hélas. Pour l'année qui nous concerne, c'est moins 13,42% de baisse 2015. Nous avions déjà eu une baisse de 13,4% en 2014. Alors il faut voir qu'aujourd'hui, l'autofinancement, et les slides défilent, qui était de 9,1 milliards en 2013, a baissé d'1 milliard. Il n'est plus que de 8,1 milliards. C'est considérable. Et donc la baisse des investissements est très importante. Par rapport aux périodes comparables du mandat précédent, c'est 5 fois plus fort. Nous avions au niveau de l'AMF envisagé dans nos estimations une baisse de 25% de l'investissement sur 3 ans, 2014-2017. C'était déjà tout à fait considérable, hélas. Nous avions eu raison, mais cette baisse de 25% s'est réalisée sur 2 années uniquement. 2014 et 2015. Voilà donc le constat qu'on peut faire. Et là, il est clair et net. Recul historique des dépenses d'équipement de nos collectivités. Je laisse la suite à Philippe et je reprendrai un petit peu plus tard. Merci Antoine. C'est rodé quand même notre affaire. Oui, on s'entend bien. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Alors, cette baisse des investissements, elle a pour l'essentiel 2 raisons. Une première raison qu'il faut reconnaître, qui est que le bouleversement institutionnel que nous vivons tous dans nos territoires, avec notamment les modifications des périmètres intercommunaux, c'est vrai pratiquement partout. Donc ces bouleversements institutionnels, ces incertitudes ne sont naturellement pas très bonnes pour se projeter dans l'avenir et notamment pour se projeter dans notre capacité à investir, éventuellement à emprunter et donc notre capacité à rembourser naturellement la dette. Et donc cette incertitude joue un rôle qui est certes important. Mais le rôle principal dans cette baisse des investissements, c'est évidemment les contraintes que nous ressentons sur notre budget de fonctionnement et qui fait que dans pratiquement la totalité des communes de France et des intercommunalités, eh bien l'autofinancement s'est situé en baisse. C'est bien beau de nous proposer des prêts à taux zéro, mais s'il n'y a pas d'autofinancement, il ne peut pas y avoir d'emprunt. Ça, c'est un point absolument essentiel que vous connaissez tous. C'est la règle du financement sain de nos budgets, parce que nous ne voulons pas
mettre nos collectivités dans un système de surendettement. C'est là aussi l'esprit de responsabilité qui nous anime. Alors, ce qui s'est passé sur l'année notamment 2015, c'est qu'il y a eu effectivement un maintien des recettes de fonctionnement malgré la baisse des dotations. Mais je veux y insister parce qu'on vous dit, pour finir, tout va bien, puisque les recettes ont continué de progresser à peu près au même rythme que les dépenses. Vous avez un peu réduit le rythme des dépenses et vous avez des recettes qui ont suivi à peu près. Je dis à peu près, ce n'est pas tout à fait le cas, mais peu importe. Et donc, ce qui me paraît important de souligner, c'est que cette stabilité des recettes, elle est liée à deux facteurs. Il y a d'abord la baisse des dotations, et vous voyez ici donc le cumul de la baisse des dotations sur 2014, ça commence en 2014, ensuite ça continue 2015, 2016, 2017, et pour l'ensemble du bloc local, ça représente sur l'ensemble des 4 années 16 milliards d'euros. Mais pourquoi les recettes se sont-elles maintenues? Parce que nous avons pris des mesures, pas forcément partout les mêmes, mais parce que les maires et les présidents d'intercommunalité ont pris des mesures qui ont permis de maintenir ces recettes. Et ces mesures, c'est quoi? Il faut le dire, c'est une légère augmentation de la pression fiscale. Les taux en moyenne sur les communes et les intercommunalités ont progressé de 1,2%. C'est aussi, dans certaines communes, ça a été le cas, c'est aussi une diminution des abattements facultatifs sur la taxe d'habitation, avec une diminution notamment des abattements soit à la base, soit des abattements pour charges de famille. C'est aussi une augmentation des tarifs. Les analyses que nous avons pu faire sur un échantillon représentatif montrent que les tarifs en moyenne des activités périscolaires notamment ont progressé de 5% en 2015. Et des communes dans lesquelles ça n'a pas bougé, des communes dans lesquelles ça a progressé davantage, mais en moyenne 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette baisse des dotations et notre esprit de responsabilité de maintenir malgré tout une capacité d'autofinancement relativement significative a été permise parce que nous avons pris des mesures qui ont pénalisé nos habitants, des mesures à caractère tarifaire ou à mesures à caractère fiscal. Ça veut dire que tout ceci se traduit par un transfert d'impopularité fiscale de la part de l'État vers les collectivités territoriales, puisqu'il y a ce transfert de charges qui s'est opéré. Et donc, je veux dire que cette situation donc, montre à la fois l'esprit de responsabilité, mais c'est une situation qui ne peut pas se reproduire indéfiniment. Nous l'avons fait, nous avons fait preuve de cette responsabilité. Il ne faut pas que ça continue. Ça ne peut pas d'ailleurs continuer. Les communes, les collectivités qui ont procédé à une augmentation de tarifs importante en 2015, eh bien, ne peuvent, voire même en 2016, ne peuvent pas le refaire chaque année naturellement. Et donc, ces ajustements ont été faits, ils ne peuvent pas se refaire une seconde fois, et c'est la raison pour laquelle la baisse de 2017 nous paraît particulièrement problématique. Sur les dépenses. Voilà, sur le volet recettes, ce constat qui est évident et qu'on peut livrer aujourd'hui. Sur le volet dépenses, les dépenses ont progressé pour l'année 2014 de 1,04% contre 2, pour l'année 2015, pardon, de 1,04% contre 2,48% en 2014. Il y a donc là une décroissance importante. Il y a une contraction notamment de l'évolution des dépenses de personnel et des baisses nettes sur d'autres postes de charges, notamment les achats et charges externes et les subventions, j'y reviendrai. Lorsqu'on décompose l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, d'abord, il y a une maîtrise des frais de personnel qui est très importante. Songez que la progression de 1,99%, si l'on sait toutes les charges et les normes qui nous sont imposées en matière notamment de fonction publique territoriale, ça veut dire que, effectivement, il y a eu très souvent des non-remplacements de départ à la retraite et puis également, bien sûr, le recours au dispositif d'emploi aidé. Et donc, les maires ont agi fortement sur la masse salariale. En même temps, il faut le dire aussi, et nous le disons tout le temps à la Commission des finances, il n'y a pas à dire que la masse salariale ou les dépenses de fonctionnement seraient par essence négatives, c'est le service à la population qui est derrière. Derrière un moindre nombre d'agents publics, c'est le service à la population qui peut être menacé.
Il y a eu également une baisse des achats et charges externes considérable, moins 1,72%. Beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires ont renégocié tous leurs contrats de prestation de services sur les fournitures, sur l'entretien et les réparations. Il y a eu des économies importantes. Mais là aussi, si c'est une bonne gestion, c'est bien. Parfois, ça a dû se traduire également par un moindre entretien de nos équipements. Enfin, et ça c'est peut-être le point sur lequel je voudrais insister sur ce volet dépenses, c'est la baisse de moins 2,6%. C'est une moyenne sur les subventions aux associations. Vous le savez bien. Combien de maires ont dû, à grand regret, baisser de 5 à 10 points parfois les subventions aux associations, notamment en matière de culture, en matière de sport, en matière de cohésion sociale. Et par rapport au débat que nous aurons tout à l'heure sur la baisse des dotations et par rapport à la venue du président de la République, on est bien là dans un paradoxe. Comment, à l'heure où on nous demande d'être les fantassins de la République, de mettre en œuvre des politiques de cohésion sociale après tous les événements qu'on a connus, comment concilier ça avec le fait que sur le terrain et avec la baisse des dotations que nous subissons, nous avons été obligés pour beaucoup, eh bien oui, de donner moins de concours aux associations. Ces associations, elles ont des personnels, c'est de la subvention de fonctionnement dont elles ont besoin. Donc c'est un point quand même qu'il faut relever. Avant, je vous parlais bien sûr de l'investissement, de l'autofinancement, des dépenses d'équipement, mais oui, il faut aussi dire qu'en fonctionnement, dans nos sections de fonctionnement et notamment dans les subventions aux associations, il y a eu sur ce point des mesures qui ont dû être prises et qui ne contribuent pas évidemment au progrès de la cohésion sociale dont notre pays, on le sait bien, a besoin. Voilà. Merci Antoine. Voici donc, chers collègues, en quelques mots, l'état des lieux de la question. Vous avez compris pourquoi donc, nous demandions la suppression de la dernière tranche de baisse de ces dotations. Pour l'ensemble du bloc local, c'est 2 milliards d'euros, 3,7 milliards pour l'ensemble des collectivités territoriales, 2 milliards d'euros pour les communes et les intercommunalités. Et nous le faisons en disant il faut cesser la baisse, la chute des investissements publics locaux parce que c'est l'attractivité des territoires qui est en jeu. Il faut cesser la diminution du niveau de service public à nos concitoyens parce que c'est le lien social qui est en jeu. Et pour ce faire, on ne peut pas cumuler à la fois la baisse des dotations de milliards d'euros et la hausse des charges qui nous sont imposées. Je vous rappelle que la mise en place du protocole sur les carrières et rémunérations, d'IPPCR pour l'ensemble de la fonction publique territoriale et l'augmentation du point d'indice, ça se traduit pour l'ensemble des communes et des intercommunalités parce que nous sommes les principaux employeurs des collectivités territoriales. C'est dans les communes que se situe la grande masse des personnels parce que nous avons le service public local de proximité au quotidien. Eh bien, cette charge supplémentaire liée donc à PPCR et au point d'indice, c'est de plus d'1 milliard d'euros par an en année pleine, à partir donc globalement de 2017. 1 milliard d'euros de plus par an. Et puis, il reste les normes. Naturellement, nous en parlons tellement souvent et on évalue chaque année entre 500 millions et 1,5 milliard le poids des normes nouvelles qui sont mises à la charge des collectivités territoriales. Encore un exemple que vous connaissez, eh bien, lorsqu'on a fait l'enquête sur les agendas d'accessibilité programmés, eh bien, le coût moyen annuel pendant les années qui viennent des ADAP, c'est de l'ordre de 500 millions par an pour l'ensemble des communes et des intercos. Hein. Ce sont donc des coûts. Peut-être faut-il le faire. Ce n'est pas la question. Mais en tout cas, il faut reconnaître qu'il y a ces charges supplémentaires et nous ne pouvons pas supporter à la fois la baisse des dotations et l'imposition de ces nouvelles charges. C'est le message que nous voulons faire passer. C'est le message qui est mis en débat. Cher Jean, merci à vous. Merci à vous. Voilà pour ces propos introductifs. Place à présent au débat. Vous le savez, il concerne les conséquences de la baisse des dotations sur les investissements du bloc communal, mais aussi sur le niveau des services rendus à la population. On commence tout de suite avec l'intervention de Philippe Dallier, sénateur maire Les Républicains de Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Lorsque nous avons appris le montant de la baisse des dotations qui était programmée, nous avons voulu voir quel serait l'impact de cette baisse sur l'ensemble des collectivités territoriales. Et nous avons rendu un rapport qui montrait très clairement que la chute de l'investissement serait la première conséquence. Je crois qu'on avait dit une trentaine de %.
Je me souviens très bien à l'époque, le ministre du Budget, Christian Eckert, nous disait mais non, ça ne va pas se produire, vous allez voir, les élus sont formidables, ils vont trouver le moyen de compenser tout cela. Bon, eh bien, nous sommes 2 ans plus tard et nous en sommes déjà à 25%. Donc on a la traduction de ce que nous avions annoncé dans les faits. Voilà. Et nous avions également montré qu'en 2017, si rien ne bougeait, les 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants se trouveraient avec un autofinancement qui serait quasiment nul ou à peu près. Donc les 2/3 des communes qui se trouveraient en très grande difficulté. Voilà. Alors donc, ça, c'est ce que vous voyez il y a 2 ans. Maintenant, oui. justement, quelles sont les observations que vous faites aujourd'hui et les projections qui sont les vôtres? Écoutez, si rien ne change et si cet après-midi le président de la République ne nous annonce pas de bonnes nouvelles, je crois qu'il n'y a pas de grandes surprises ou de bonnes surprises à attendre. C'est-à-dire que beaucoup de communes ont déjà utilisé les leviers qui sont à leur disposition. La diminution des dépenses de fonctionnement, alors on fait tous des efforts. Je trouve d'ailleurs que ça n'est pas assez dit et pas assez reconnu, notamment quand je lis la presse où on parle toujours les maires, les pleureuses, etc. Ça m'agace souverainement parce que beaucoup de nos communes et de nos collectivités territoriales en général ont déjà fait des efforts en matière de dépenses de fonctionnement. Il y a le levier fiscal, on l'a utilisé un peu, mais après il y a la chute des investissements. Quant à l'endettement, il faut espérer que personne n'y trouve une voie de secours, puisque ça serait un paradoxe absolu. L'État essaye de réduire sa dette. Si c'est pour la transférer aux collectivités locales, on serait dans l'absurdité la plus complète. Donc effectivement, moi j'attends 2 choses en fait. Cet après-midi, que le président de la République nous annonce, j'espère, la suppression de l'extrême ponction, ou alors à tout le moins son atténuation de manière assez forte. Et puis j'espère aussi que malgré le contexte, nous aurons le culot, l'audace et le courage de réformer la DGF. Donc c'est un sujet sur lequel l'Assemblée nationale et le Sénat de concert travaillent. Tout le monde sait bien que cette DGF, alors c'est le poids de l'histoire, elle est aujourd'hui absolument inéquitable et il va falloir trouver un nouveau système. Donc lors de la dernière loi de finances, le Parlement a adopté une réforme applicable l'an prochain, mais tout le monde sait que cette réforme ne tourne pas. Les critères qui ont été choisis ont beaucoup d'inconvénients, notamment le fameux critère de centralité. Donc il faut réécrire cette réforme, donc c'est ce sur quoi nous travaillons. Et le risque, effectivement, si rien ne bouge en matière de dotation, c'est qu'on aille à un retour arrière à l'ancien système, qu'on n'ait pas le courage de franchir le pas d'une nouvelle réforme de la DGF, d'une vraie réforme qui soit effectivement équitable. Alors justement, cette réforme de la DGF, Charles Guené, vous êtes vice-président de la commission des finances du Sénat. Je rappelle aussi que vous êtes maire et président de la communauté de communes du Mont-Saujonais. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous avancez sur la réforme de la DGF, sur son calendrier aussi. Vous avez mis en garde sur la fenêtre de tir pour appliquer cette réforme de la DGF. Oui, les parlementaires se sont effectivement saisis dès le mois de janvier de la réforme de la DGF, en ayant constaté que, effectivement, ce qui nous avait été proposé et inscrit dans la loi comme devant s'appliquer au 1er janvier 2017, il ne faut pas l'oublier, ne tournait pas. Donc, en association étroite, donc, le Sénat et l'Assemblée nationale ont travaillé sur ce sujet. Et je crois pouvoir dire, on a essayé de rester sur l'articulation de l'article 150 qui nous est proposé, de façon à ne pas trop nous éloigner de ce qui avait été proposé par le gouvernement. Et pour faire court, je pense qu'on sera en mesure, avant la fin du mois de juin, de présenter une réforme complète de la DGF au niveau du Parlement, avec des simulations, à la fois des simulations sur la situation au 1er janvier de cette année, mais une extrapolation pour le 1er janvier 2017, et donc de la présenter à nos commissions des finances respectives. Et ma foi, même si ça n'est pas une loi distincte, disons qu'à partir du 1er juillet, on pourra disposer d'éléments. Simplement, on a fait un travail technique. Ensuite, il y aura des décisions politiques à prendre pour savoir ce qu'on en fait. Voilà.
Alors, vous venez dire les simulations. Ces simulations, on en a beaucoup parlé, avec aussi de l'impatience du côté des responsables de communes et d'intercommunalités qui avaient du mal à se projeter, à savoir ce qui se passerait, quelles seraient les conséquences de la réforme dans leur territoire. Et puis, vous évoquez à l'instant l'application, la mise en œuvre de la DGF. Est-ce que c'est un article de la loi de finances ou est-ce que c'est un projet de loi spécifique ? Bien, disons que l'orthodoxie budgétaire voudrait que, de toute façon, s'il y a une réforme, ce soit lors de la loi de finances. Mais, vous savez, la loi de finances, c'est quand même la discussion pendant une semaine, grosso modo, de part et d'autre, et ça paraît un peu juste. Et je comprends tout à fait que l'Association des maires de France estime qu'il faille un texte distinct, mais cependant, nous faisons tout pour que ce texte, et on l'a fait de manière transpartisane, parce qu'on travaille, je travaille d'ailleurs au Sénat avec Claude Raynald, à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Je veux dire, on essaie vraiment de proposer quelque chose qui soit déjà débattu au sein des groupes de travail qu'on a. Et effectivement, bon, alors, ensuite on verra, parce que je veux dire, savoir si c'est une loi distincte, etc. Bon, l'Association des maires de France tient à ce que ça puisse être débattu le plus largement possible. Si on est en mesure de le faire à partir de juillet, ce sera quand même intéressant. Ce sera déjà la satisfaction presque d'un des préalables que l'Association des maires de France pose pour une réforme de la DGF. Les deux préalables étant, je le rappelle, que ce soit une loi distincte, mais surtout qu'il y ait un arrêt du prélèvement sur les collectivités, donc pour le redressement des finances publiques. André Léniel, à la fois premier vice-président de l'AMF, mais aussi président du comité des finances locales. Alors il y a cet état des lieux qui a été dressé ce matin, et puis il y a les demandes que vous formulez, et notamment sur la DGF qu'on évoque à l'instant. Oui, je ne reviendrai pas sur le constat qui a été présenté, à la fois par Philippe et Antoine. Nous les partageons. Ce sont les constats faits par l'ensemble de la Commission des finances, l'association qui est la nôtre. Ce sont aussi les constats que nous avons faits dans le cadre du Comité des finances locales. En ce qui concerne la DGF, nous avions beaucoup travaillé l'an passé au sein du CFL, puisque nous avons eu une douzaine de réunions de plusieurs heures à chaque fois sur le sujet. Et nous avions bien identifié la difficulté. La difficulté, elle est en réalité double. La première, elle est technique. C'est comment rééquilibrer intelligemment les ressources de dotation pour qu'il y ait plus de transparence et de justice. Ça, c'est l'objectif. Et simplement, ce que nous avons constaté dans ce qui a été voté par le Parlement et différé, parce que très vite, et heureusement, le Parlement et le Premier ministre lui-même ont constaté que ça posait des difficultés, était disproportionné. Parce que c'est vrai que ça corrigeait certaines injustices, mais ça en recréait beaucoup d'autres. Et parfois tout aussi profondes, si ce n'est plus profondes. Et donc, l'article 150, qui aujourd'hui est la loi, doit être totalement revu, et pas simplement à la marge. Et il y a à cela, me semble-t-il, deux conditions. Et ce sont celles que posent les associations de maires et présidents d'intercommunalités à l'unanimité. Voilà, ça il faut le rappeler, il y a eu un front commun de toutes les associations d'élus et du bloc communal. Que le CFL, sur ma proposition, a repris comme document de travail et comme guide de ce que nous avions à faire dans les semaines et mois à venir. Et donc nous avons déjà recommencé à travailler au sein du CFL. Quelles sont ces deux conditions? La première, c'est qu'il y ait une loi spécifique. Je rappelle, c'est vrai qu'on peut débattre de l'orthodoxie, je rappelle que par le passé, il est déjà arrivé que la DGF soit réformée dans le cadre d'une loi spécifique. Ce n'est donc pas une nouveauté et ça n'est donc pas impossible. Premier point, une loi spécifique. Pourquoi? Parce que nous savons bien que, et d'ailleurs Charles Guéné vient de le dire en filigrane, la loi de finances, ce sont des centaines de points qui sont examinés. La réforme de la DGF, c'est une masse et ça porte sur notre principale dotation. Si c'est noyé dans l'ensemble de la loi de finances,
alors ça risque à nouveau de ressembler à ce qui a été fait l'an passé et de ne pas aller suffisamment en profondeur pour que ça soit satisfaisant. La deuxième condition, c'est que soit arrêtée la baisse des dotations. Parce qu'il y a à la fois les difficultés techniques, et ça je crois que tout le monde est d'accord, et je ne sais pas si on trouvera rapidement les solutions à ces difficultés techniques, mais il y a en plus le télescopage. Car pour ceux qui auraient moins dans le cadre de la DGF et qui verraient en plus baisser leur dotation, beaucoup seraient alors sous le seuil de la soutenabilité. Et je crois qu'on ne peut pas télescoper les deux choses. Et donc il faut d'abord que cesse la baisse des dotations pour que nous puissions mettre en œuvre une réforme profonde de la DGF, sinon nous ferons du cosmétique. Par contre, moi je n'ai pas l'option de ne rien faire. Il ne s'agit pas de dire on renvoie ça. Non, parce que ce serait le risque de dire il y a un report, le calendrier, et on botte en touche. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faut phaser les choses et que dès le 1er janvier 2017, c'est-à-dire dans la loi de finances cette fois, et non pas dans une loi spécifique, soient faites des avancées en matière de péréquation. Il y a la nécessité de faire de nouvelles avancées. Il faut regarder, bien entendu, leur soutenabilité, mais il faut que sur la DSU, la DSR, la DNP, le fonds de péréquation, ça soit mieux réparti, pas forcément des masses supplémentaires, mais en tout cas que ça soit mieux réparti. Les travaux qui sont menés actuellement au CFL confirment ce que nous savions intuitivement, mais confirment que les critères ne sont plus adaptés. Enfin, quand on nous parle de potentiel fiscal, alors qu'on n'a pas révisé les bases depuis les années 1970, comment peut-on penser que les potentiels fiscaux calculés aujourd'hui sont encore en phase avec la réalité de la pauvreté ou de la richesse de nos collectivités territoriales? Donc il faut revoir les paramètres. Maître de la justice, ça nous pouvons faire des pas, pas tous les pas que tout le monde attend. Je veux dire, ça sera dans le pragmatisme, mais nous pouvons faire des progrès. Par contre, si on veut faire un bloc, tout mettre en même temps, alors je crains que rien ne se fasse. Je suis un pragmatique, je veux qu'on avance, mais je ne veux pas qu'on avance dans le mur. Merci André Léniel. Donc les priorités que vous rappelez et c'est une sorte d'agenda de travail pour les finances locales. On a entendu les sénateurs, les députés aussi sont très actifs. Et Nicolas Sansu, vous êtes député maire de Vierzon. Il y a eu un rapport d'ailleurs non communiqué et vous avez dit que ce qui était important, c'est aussi que l'information, elle arrive auprès des citoyens et auprès des élus locaux concernant la baisse des dotations et ses conséquences sur la vie des collectivités locales. Oui, il y avait un rapport suite à une commission d'enquête que j'avais demandé sur les conséquences de baisse de dotation au bloc communal. Un rapport qui n'a pas prospéré, mais qui est disponible sur mon site, donc chacun pourra aller le retrouver. Le site de Nicolas Sansu, vous trouverez voilà les bonnes feuilles de ce rapport. Alors, pourquoi on a demandé cette commission d'enquête? Parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact sur la baisse des dotations, alors même que c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que sur tout projet de loi, toute proposition, il y a obligation d'étude d'impact. Et sur la baisse des dotations, on n'avait pas d'étude d'impact. Et dans le cadre de ce rapport de la commission d'enquête, il faut savoir que la DGCL a tenu mordicus à dire qu'il n'avait pas fait d'étude d'impact, ce qui pose problème. Soit elle nous a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Donc la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur. Soit il y a quand même un manquement pour lancer la baisse des dotations sans faire d'étude d'impact réelle. L'étude d'impact, vous l'avez maintenant. On l'a a posteriori, puisque c'est la baisse des investissements, c'est la remise en cause des services publics, ce que l'on savait. Mais pourquoi on a fait cette commission d'enquête? Parce qu'en mars 2014, quand vous avez été élus, quand nous avons été élus dans les collectivités locales, on savait qu'on aurait 1,5 milliard à rendre à l'État, et c'était tout. Et en avril 2014, à la suite d'un changement de gouvernement, on a un pacte de responsabilité qui vient s'ajouter au crédit d'impôt compétitivité emploi, qui rend 41 milliards d'euros aux entreprises et 8 à 9 milliards aux ménages, donc 50 milliards d'euros qu'il faut trouver et qui sont donc des économies qui sont demandées aux collectivités en partie. Et on dit aux collectivités, vous venez de perdre 11 milliards d'euros sur tapis vert et débrouillez-vous avec les mandats que vous avez, les programmes que vous avez proposés à vos concitoyens. C'est ça le gros problème. Alors la question, c'est de savoir si c'est efficace. Si on nous dit on enlève 11 milliards, mais vous allez voir, ça va être très efficace pour les finances publiques. Je pense, à la suite de ce rapport, que c'est inefficace. 11 milliards d'euros d'enlevés, c'est en gros 5,5 milliards de recettes fiscales en moins pour l'État.
11 milliards d'euros d'enlevés, c'est des dizaines de milliers d'emplois perdus dans le bâtiment travaux publics, essentiellement dans les travaux publics, et donc des transferts sociaux supplémentaires. Au global, sur les 11 milliards, on estime qu'il y a 3 milliards ou 3,5 milliards de gagnés. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je ne crois pas que le jeu en vaille la chandelle, parce qu'en même temps, ça met en difficulté des territoires dans des proportions considérables, et particulièrement les territoires les plus fragiles. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, une chose, dans la programmation, dans le projet de loi de programmation des finances publiques qui est adopté chaque année par le Parlement, dans le rapport de Valérie Rabault qu'on va entendre très bientôt tout à l'heure, je suppose, il faut savoir que l'unique effort qui est fait sur la baisse de la dépense publique est fait par les administrations publiques locales et il n'est pas fait par l'État. Il est fait un peu par la sécurité sociale, mais il n'est pas fait par l'État, il est fait uniquement par les administrations publiques locales. C'est ça la réalité des chiffres. Ce sont des chiffres que l'on peut trouver facilement en rebasant les chiffres de notre programme, de la loi de programmation des finances publiques locales. Et puis un petit mot, si on parle de dette, parlons de dette. Si chacun doit faire un effort, ce que je ne pense pas, je pense qu'on aurait pu faire autrement pour les collectivités, si chacun doit faire un effort, ça doit être en fonction de la dette pour laquelle il pèse dans la totalité de la dette. Les administrations publiques locales, c'est 9% de la dette. C'est-à-dire que si on décide de faire 50 milliards d'euros d'économie, ça fait 4,5 milliards. C'est-à-dire qu'on aurait fini déjà depuis fin 2015 l'effort qui est demandé aux collectivités locales si on avait pris, bien sûr, la question de la dette et pas la question seulement des dépenses de fonctionnement dans la dépense publique. Alors voilà, je pense que, comme l'ont dit les précédents orateurs, aujourd'hui, la dernière tranche qui est demandée en 2017 est absolument impossible et va mettre des collectivités dans des difficultés incroyables. Je vais juste vous raconter une histoire. Dans le département du Cher, puisque je suis député du Cher, mais je suis aussi maire de Vierzon, on a 4 villes de plus de 10 000 habitants. 3 villes modestes, qui n'ont pas beaucoup d'argent, Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond, et une un peu plus riche qui s'appelle Saint-Doulchard. Sur ces 4 villes, la réforme de la DGF, l'article 150, en fait, les 3 villes les plus modestes vont encore perdre plus, et la 4e va gagner. Et puis surtout sur cette question, franchement, je crois qu'on ne peut pas laisser faire ça. Il faut arrêter la baisse des dotations. C'est la seule façon de réussir la DGF, avec une exigence, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de péréquations horizontales qui créent des conflits quasiment entre collectivités. Il faut aussi qu'on réfléchisse à une péréquation verticale. Je me rappelle qu'on avait un président de l'AMF il y a quelque temps qui disait qu'il fallait aujourd'hui voir sur la richesse financière comment réussir la péréquation verticale. Je crois que les actifs financiers des entreprises qui sont aujourd'hui là où la richesse se fait pourraient être mis à contribution pour faire une péréquation verticale qui permettrait justement de régler les problèmes d'inégalité entre territoires. Merci Nicolas Sansu. Alors, conséquence de cette baisse selon les collectivités et la diversité des collectivités territoriales, Michel Vernier, vous la connaissez bien, vous la vivez comme député maire de Guéret, comme président de votre communauté d'agglomération et aussi en lien avec les territoires ruraux que vous irriguez autour du chef-lieu de la Creuse. Oui, bien entendu, tout ce qui a été dit par mes collègues précédents est juste et vrai, et on ne peut pas inventer d'autre chose. Donc, je voudrais indiquer quel est l'état d'esprit des maires. Aujourd'hui, quand vous êtes maire, que vous gérez une collectivité, vous la gérez au mieux des intérêts de la population. La seule chose qui vous intéresse, c'est la population et préparer l'avenir. Un exemple, vous avez du patrimoine. Aujourd'hui, sur une collectivité, le patrimoine, c'est aussi bien les rues, les trottoirs, qu'un certain nombre de bâtiments publics, vos écoles et tout ça. Et quand vous n'avez plus les moyens d'investir, ou quand vos moyens d'investir diminuent, sur quoi vous tapez en premier ? Vous avez 2 solutions. Ou vous augmentez les impôts, merci, ça va, on a donné l'impopularité de l'impôt pour les collectivités, les compliments pour les autres. Donc ça, on n'en veut plus, ça ne marche pas, donc on veille sur l'augmentation de l'imposition à faire le moins possible et si possible ne pas en faire. Mais donc après, il faut serrer. Alors on a déjà tout serré. Et j'aime bien ce que dit Philippe Laurent quand on parle notamment de personnel. Pas une seule personne qui travaille dans nos collectivités n'a pas un poste précis au service de la population. Qu'on nous prouve qu'il y a des personnels inutiles, et alors là, on pourra peut-être faire des économies. Déjà, on ne remplace pas certains départs à la retraite, on ne remplace plus un certain nombre de congés, donc on ne peut plus serrer. Et donc le patrimoine, eh bien, la toiture qui commence à fuir un peu, on met des rustines. La chaudière qu'il faut changer dans une école, elle attendra 1 an de plus. Oui, mais vous savez,
pas comme ça qu'on prépare l'avenir pour les générations futures. On est en train de compliquer sérieusement la vie de tous ceux qui vont venir après nous. Et il y a quelque chose qui est important. Alors, André sait combien je tiens à la péréquation, parce que toutes les collectivités n'ont pas les mêmes difficultés dans l'effort qui est demandé par l'État. Sauf que tout le monde est traité de la même façon. Et c'est vrai que le début de réforme qui avait été proposé, moi, me faisait perdre un peu d'argent. Alors vous imaginez si j'allais encore applaudir des deux mains par rapport à cette affaire. Donc ce n'est pas un problème de majorité, d'opposition, cette affaire-là. C'est un problème de gestion de collectivités et de gestion du patrimoine. Et également, aujourd'hui, les équipements nouveaux, ils ne vont pas être nouveaux parce qu'on ne va pas pouvoir les faire. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'en plus, notre responsabilité après sera engagée pour les autres. Ou pour nous, mais pour les autres souvent, qui nous diront, dites donc, si au moment où vous étiez là, vous aviez fait ceci ou cela, ça se passerait mieux. Non, si on est en colère, et oui, il y a une vraie colère, mais la colère, elle est pour quelque chose, elle n'est pas contre quelque chose. Qu'on ait dû participer un peu à l'effort national, oui, mais il faut le faire en proportion de ce qu'on est capable de faire. C'est comme si on demandait à tout le monde, aux gens du RSA, comme des gens qui touchent 100 fois le SMIC, ne parlons pas de ce sujet parce qu'il pourrait aussi être désagréable. Mais en tous les cas, voilà quel est notre état d'esprit. C'est un état d'esprit positif au service de nos collectivités. On ne peut plus continuer à les traiter comme ça, ce n'est pas possible. Merci Michel Vernier. Alors, de la colère, mais un état d'esprit positif. Et surtout, un gros travail qui est fait dans les associations d'élus, qui est fait pour alerter les directions centrales de l'État, et puis qui est fait dans les commissions des finances des deux assemblées, Sénat, Assemblée nationale. Valérie Rabault, vous êtes rapporteure générale de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je signale aux congressistes, il y a des points micro. Vous pouvez d'ores et déjà les rejoindre pour témoigner donc des conséquences que vous vivez sur vos territoires, mais aussi faire des propositions et intervenir dans ce débat. Mais Madame la rapporteure générale, c'est à vous. Avec un travail qui est assez inédit, vous nous disiez quand on préparait le débat que pour la première fois, sénateurs et députés collaborent et se penchent sur cette question particulière. Alors, effectivement, on a décidé, ça a été abordé et indiqué par plusieurs d'entre vous, de se prendre en main. Et se prendre en main, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la première fois de la Ve République, je me permets d'insister sur ce point-là parce que c'est quand même assez novateur, il y a un groupe de travail qui a été créé, Sénat, Assemblée nationale, gauche et droite. Parce que c'est un sujet tellement important, cette réforme de la DGF, qu'il faut qu'on arrive à trouver un consensus entre nous. Alors Charles en fait partie au Sénat, on est une trentaine au total, 15 et 15. Claude Raynal, que je salue, qui est l'un des instigateurs de ce groupe de travail, Christine Pires-Beaune aussi à l'Assemblée nationale, c'est de dire il faut qu'on arrive à trouver un consensus, à la fois entre l'Assemblée nationale et le Sénat, gauche et droite. Ce consensus, il est absolument... députés de départements et de circonscriptions rurales et urbaines, qu'on arrive à mettre les choses sur la table. On est dans une situation où, moi j'ai regardé pour mon département, mais je suis sûre que ça concerne tous les autres départements, où quand on somme la forfaitaire pour une commune, la DSU, la DSR, la DNP, et qu'on divise par le nombre d'habitants de la commune, on voit, moi je suis un département, le Tarn-et-Garonne, que ça va entre 43 € par habitant et 523 € par habitant, sur un territoire qui se ressemble, sur un territoire qui a des caractéristiques communes. C'est un département de 250 000 habitants, donc vous voyez bien qu'on n'a pas une disparité qui explique qu'on passe de 43 € par habitant à 523 € par habitant. C'est pour les maires, pour l'ensemble des élus des conseils municipaux, c'est pas tenable. C'est pas tenable qu'à 5 ou 6 kilomètres de distance, vous ayez de telles disparités. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui peut faire l'union nationale, qui peut vraiment, sur lequel on peut arriver à se mettre d'accord. Alors on a poussé la démarche un peu plus loin en disant, alors c'est peut-être un peu provocateur, mais on va aller jusqu'au bout, de dire les simulations, il faut que ce soit nous qui les fassions de manière indépendante. Réponse donc à ces fameuses attentes des élus sur les simulations. On ne veut pas demander à Bercy de nous les faire, on ne veut pas demander à la DGCL de nous les faire, parce que quand on les demande, il se trouve qu'elles arrivent après le vote de la loi de finances. Celles sur l'article 150, vous savez quand est-ce qu'on les a reçues? On les a reçues il y a 3 semaines. Et le vote, il a eu lieu en novembre dernier. Donc, c'est pour ça que
les deux assemblées ont décidé de se prendre en main. C'est pour ça aussi qu'il y a des simulations qui vont jusqu'en 2025, et c'est pour ça qu'on vous les donnera avant qu'on arrive à un vote. C'est vraiment une méthode nouvelle. Je ne sais pas si on y arrivera jusqu'au bout. Personnellement, je le souhaite parce que je pense que ça ne peut pas durer. On ne peut pas continuer à avoir de tels écarts sur la DGF, enfin, l'ensemble des dotations de fonctionnement. Là, je parle que du fonctionnement. Il faut qu'il y ait cette lisibilité. Vous savez, quand on va dans les communes, alors moi, je ne suis pas maire, mais quand je vais rencontrer les maires de mes communes, on commence à se creuser la tête de savoir pourquoi un tel a la DSR boursante, pourquoi un tel est en dessous des 10 000, pourquoi... C'est la complexité, et puis la sédimentation, parce oui, mais du fait tout ça s'est rajouté entre deux communes qui sont séparées de 6 km, vous ayez 100 € d'écart par habitant, c'est juste incompréhensible. Donc voilà, c'est une démarche qui va, je l'espère, aboutir. Alors j'entends bien qu'il y a la demande d'une loi spécifique sur cette réforme. Alors là, vous répondez comment à cette demande une loi spécifique, ça veut dire qu'on y travaille, on fait que ça. Depuis janvier, je parle sous le contrôle de Charles, de Claude, qui sont ici présents. Claude Reynal, qui est au premier rang. Il y a des réunions toutes les semaines. C'est un peu comme si on travaillait un projet de loi qui, de fait, n'en est pas un, mais comme on s'est pris en main, il y a des réunions toutes les semaines, il y a des allers-retours, il y a une réunion à l'Assemblée, une autre au Sénat, puis on se rencontre la semaine suivante. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une méthode qui est mise à l'œuvre. Donc c'est un peu comme si on faisait un projet de loi en soi. Est-ce qu'à la fin de la journée... Écrivez une proposition de loi, alors, au final. C'est un peu ça. Hein, le fait est que on le fait un peu sans le dire. On va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on vous le dit. Voilà, aujourd'hui, on vous le dit. Donc, c'est un peu cette démarche-là qui est mise en place. La question qui se posera une fois qu'on aura réussi à se mettre d'accord sur ce que doit être une DGF, en tout cas qu'on veut juste, c'est évidemment la calibration. C'est-à-dire le carburant qu'on met dedans. Et cette question de l'arrêt de la baisse des dotations, que vous avez été très nombreux à évoquer ici ce matin, elle se pose. On a des opinions qui peuvent... en tout cas, elle se pose vraiment sur la soutenabilité économique des communes et aussi la manière dont elles interagissent dans l'économie nationale du pays. Alors je vais dire quelque chose qui sera peut-être reproché, qui sera peut-être moins pas politiquement correct, mais l'INSEE a sorti lundi dernier une note qui est un peu passée inaperçue, ça fait partie de ces choses comme ça, et qui montre, je sais que Nicolas l'a amené, qui montre que les collectivités... est avec la note de l'INSEE. Est avec toujours là, qui montre que les collectivités, aujourd'hui, ne sont plus responsables, n'entrent plus en compte dans le déficit de la France. C'est-à-dire que, oui, mais c'est la première année. C'est la première année. Quand on regarde l'évolution, c'est l'année 2016. Ce sont les comptes des APUL, ce qu'on appelle donc toutes les organisations publiques, les collectivités, et je pense que ce facteur-là doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, elles sont en effet positifs. C'est pas elles qui contribuent au déficit public de la France. C'est écrit clairement par l'INSEE, vous pouvez le regarder. Et donc cette donnée-là, elle doit être prise en compte, notamment pour la question de la calibration. Et j'espère des annonces qui pourront être faites sur je ne sais pas ce qui sera annoncé, mais en tout cas sur la dernière tranche qui était prévue de la baisse des dotations. Merci Valérie Rabault. Alors déjà beaucoup de demandes de prise de parole. On va commencer de ce côté avec vous. Vous présentez, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Jean Vogel, maire de la commune de Salles, 850 habitants au cœur du massif vosgien. J'ai un de mes concitoyens dont le fils habite la petite couronne parisienne. La taxe foncière de mon concitoyen est le double de celle que paie son fils dans la petite couronne parisienne, alors que le bien immobilier vaut 2 fois moins. Si je regarde les services que je suis capable d'offrir, ils sont peut-être 10, voire 1% de ceux dont bénéficie ce fils qui se situe dans la petite couronne parisienne. Je suis élu maire depuis 21 ans. Ça fait 21 ans que je vis de promesses. Monsieur Leniel est là. Avant de parler de péréquation de DGF, on parlait de péréquation de taxes professionnelles. On a vu ce que ça a donné. Un jour, mon député m'a tapé sur l'épaule, m'a dit « Tu rêves, les députés de gauche comme de droite sont issus de villes riches. Il n'y aura jamais de véritable péréquation. » Je vous remercie.
Bon, la députée du Tarn-et-Garonne n'est pas issue d'un territoire riche. Hein. On continue, on passe de ce côté. Oui, bonjour, Guy Dailleux, maire de Cernusson, une petite commune du Maine-et-Loire, 350 habitants. Moi, je crois j'appuie ce que dit Madame Rabault, mais elle a soutenu quand même les communes nouvelles. Les grandes communes nouvelles, elles ont beaucoup d'argent au jour d'aujourd'hui. On leur a donné beaucoup d'argent. Il y a des écarts énormes. Ils se vantent qu'ils sont très riches, peuvent investir beaucoup, et ils augmentent leur masse salariale, par exemple. Nous, on est obligé d'augmenter nos impôts, 7% cette année, une petite commune, hein. Alors, comme je disais hier, on a 2 000 € de moins par foyer fiscal, de revenu fiscal moyen par foyer. Et ça, il faut le rentrer dans les critères. Je demande, moi j'espère, puisqu'il faut faire des propositions, que ça rentre dans les futurs critères, pour voir la richesse vraiment d'un territoire ou la pauvreté. Et en ce moment, les pauvres, ils payent pour ces grandes communes-là, dans des territoires qui sont juste à côté les uns des autres, comme vous l'avez si bien dit. On a 87% d'écart en dotation de l'État entre deux communes qui se touchent maintenant. Il y en a même 3 à côté de chez moi. Deuxième proposition, les écoles publiques. Nous, on a la chance encore d'avoir une école publique intercommunale. On n'est pas aidé du tout. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un bourg-centre. Donc, on n'a aucune dotation dans les 300 millions qui étaient cités hier. Moi, je fais une proposition, c'est qu'il y ait un socle commun, peut-être de 50 000 € pour les communes de moins de 2000 habitants, peut-être une modulation, mais réfléchir à ça. Puisque sinon, personne ne nous aide pour l'investissement. La grande commune nouvelle d'à côté veut même pas nous aider en fonds de concours pour financer les investissements. Donc, il n'y a aucune obligation de ce domaine-là, uniquement sur le fonctionnement. Donc, mettez-nous dans la balance et aidez-nous sur ce genre de choses aussi. Et enfin, dernier point, l'année dernière, vous avez voté, enfin les députés, sénateurs pour la plupart, et le gouvernement, la notion d'un effort fiscal égal à 1, qui a conduit à diminuer nos dotations. Donc nous, la DSR de CIB, elle a disparu totalement. La DSR de compensation, elle a disparu de moitié. Alors qu'on y est strictement pour rien, on n'est pas plus riche qu'avant, mais effectivement, M. Léniel le disait, entre les bases qui n'ont pas évolué depuis 1970 et puis la richesse calculée, il y a une sacrée disparité. Il faut revenir sur cette notion d'effort fiscal égal à 1 et le moduler, peut-être en fonction effectivement du revenu fiscal moyen par foyer. Voilà, merci. Merci, on va prendre une autre intervention de ce côté, c'est à vous, monsieur. Oui, bonjour. Bernard Allard-Latour, maire de Romolon, une commune de 500 habitants dans les Hautes-Alpes. Je réinterviens au sujet des dotations de l'État et des baisses drastiques que nous subissons. Je cite le cas de ma commune. Nous avions, avant cette baisse, entreprise depuis donc maintenant plusieurs années, l'ensemble des dotations représentait 70 000 €. Cette année, je suis sur une base de 13 000 €. Ça fait donc une baisse de 70% depuis le début pour une commune de 500 habitants, alors que mon potentiel financier est de 690 € par habitant. Donc rien de spectaculaire, à peine dans la moyenne. Donc nous sommes véritablement étranglés. Alors que quand vous nous dites que la baisse moyenne représente au niveau national 30%, 30 par rapport à 70, vous voyez bien que les petites communes sont vraiment matraquées. Nous attendons véritablement, donc, avec beaucoup une réforme cruciale donc, de la DGF, qui pour nous, les petites communes, est vraiment importante. Car nous subissons la triple pleine. Je m'explique. Déjà au niveau des dotations, puisque bien sûr, par rapport à la population, la DGF actuelle est plus importante quand on a un niveau de population. Soit. Mais quand nous avons le fonds de péréquation, là par contre, ça ne marche plus. Au contraire, nous sommes des demi-parts, puisqu'à ce moment-là, nous comptons pour la moitié par rapport aux villes qui ont des habitants. C'est vraiment inadmissible. Alors c'est vrai que pour revenir à la situation de ma petite commune, il faut savoir que l'année prochaine, en 2017, normalement, si rien n'est fait, si on n'arrête pas cette baisse, je n'aurai plus de dotation. Mais en plus, il faudra que je lève de l'impôt, vous m'entendez bien mes chers collègues, il faudra que je lève l'impôt pour pouvoir payer mon fonds de péréquation qui représentera en 2017 10 000 €. C'est vraiment du n'importe quoi. On a connu beaucoup de choses, mais là, vraiment,
je lance un cri d'alarme, une nouvelle fois. Les petites communes, on n'en peut plus, on est étranglés. Venez véritablement à notre secours. Merci. Merci, monsieur le maire. Madame. Bonjour, Françoise Bugnezet, maire adjoint à Salé-sur-Sanne, dans l'Isère rhodanienne. Parlez bien dans le micro, on vous entend pas. Voilà, recommencez. Il faut redire son nom. Oui. Françoise Bugnezet, maire adjoint à Salé-sur-Sanne, dans l'Isère rhodanienne. Aujourd'hui, il est question des baisses de dotation de l'État et de la participation de ces dernières au redressement des finances publiques. Pour notre commune, comme pour d'autres, notamment les communes industrielles, cette baisse de dotation se traduit en réalité par une ponction sur le budget communal. Nous avons aussi une contribution logique au fonds de péréquation à hauteur cette année de 200 000 €. Est-ce qu'on peut encore parler de dotation quand la somme est devenue une somme négative? En effet, notre budget a subi l'année dernière une baisse de 468 000 € sur 12 millions, dont une DGF négative de 29 000 €. Alors qu'en 2015 et en 2016, nous avons voté un budget dit en équilibre, nos calculs laissent supposer que les 250 millions d'euros dégagés cette année pour l'investissement et les projets nouveaux seront ponctionnés en septembre, à nouveau par une DGF négative. L'État n'est-il pas juridiquement attaquable qui, d'une part, nous impose de voter un budget en équilibre au mois de mars et d'autre part nous ponctionne sous forme de notification en septembre des sommes qui sont difficilement prévisibles et qui rendent de ce fait notre budget insincère. Notre collectivité, malgré des efforts de contraction de ses dépenses, se trouve dans l'impossibilité d'honorer cette contribution du fait de la rapidité du mécanisme de ponction et eu égard au délai nécessaire pour générer de nouvelles recettes, notamment fiscales. Est-ce que si ces choses perdurent, nous ne serons pas obligés, comme d'autres, de remettre nos budgets au préfet? Alors, des questions effectivement qui partent de l'expérience que vous avez. On va peut-être déjà essayer d'avancer sur des réponses aussi, et avant de reprendre d'autres témoignages. Il y avait une première partie des interventions qui portaient sur la mesure de la richesse, sur potentiel fiscal, la façon de faire bouger le curseur, et puis ce témoignage qu'on vient d'entendre. Philippe Laurent et puis Charles Guéné. Oui, un mot pour notre collègue qui est intervenu tout à l'heure s'agissant des comparaisons en matière de taxes foncières entre sa commune et une commune de la petite couronne parisienne dont il parlait. Bon. Ça pourrait être la commune de Sceaux. Non, c'est pas la commune de Sceaux parce qu'à Sceaux les impôts sont assez élevés. Mais je veux dire que dans la petite couronne parisienne, c'est-à-dire sur les 130 communes que comprend cette petite couronne parisienne, y compris Paris, les inégalités en matière de ressources sont très importantes, vraiment très importantes. Et même si ce sont des villes, hein, il ne faut pas forcément opposer ville rurale sur cette question-là, y compris dans les agglomérations urbaines, il peut y avoir, et il y a des inégalités extrêmement importantes, et c'est le cas notamment en région parisienne. Bon. Je ne vais pas citer de ville, mais chacun sait quand même que... Si, je vais quand même en citer une, parce que chacun le sait. Chacun sait que les impôts communaux pesant sur les ménages à Paris sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'ils sont dans la plupart des communes de banlieue et de province, naturellement. Et bon, ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça rejoint... La question sur l'appréciation de la richesse. C'est quoi la richesse? L'appréciation de la richesse. André Léniel a dit tout à l'heure, naturellement à juste titre, que l'obsolescence des bases fiscales des valeurs locatives faisait que la notion de potentiel fiscal et de potentiel financier était en grande partie obsolète. Ce sont des mesures qui ne représentent plus réellement la capacité à générer des ressources. Et en revanche, c'est vrai que des réflexions ici ou là se font jour dans les différents groupes de travail sur une meilleure prise en compte du revenu des habitants, ou en tout cas comme élément d'appréciation des charges de la collectivité, hein, c'est-à-dire à l'inverse, hein, naturellement, et puis également sur le fait que, pour finir,
la notion d'effort fiscal, c'est peut-être l'impôt payé par l'habitant en comparaison du revenu moyen par habitant. Donc ce sont simplement des pistes qu'il faut expertiser, qu'il faut simuler. Nous avons demandé sur ce point aussi des simulations et un travail à la DGCL, simplement pour voir, pas forcément pour décider, mais en tout cas pour voir ce que cela donne. Donc nous sommes aussi en attente de ces simulations. Charles Guenet ? Oui, je voudrais répondre plus précisément aux interventions qui nous ont été faites. De toute façon, je crois que vous savez, j'appartiens à un département de 185 000 habitants qui perd 1500 habitants par an. La Haute-Marne. Donc les réflexions de mon collègue vosgien, je les entends tout à fait et je crois que c'est intéressant. Et ce congrès est parfait en cela, et ce rendez-vous des maires, parce qu'il fait entendre des voix qu'on n'entend effectivement pas au Parlement, effectivement, parce que il n'y a pas toujours la représentation. Je pense que vous les entendez aussi dans votre circonscription. Oui, on m'entend probablement pas assez. Et chez vos grands électeurs. Pas aussi à me faire entendre. Simplement, il faut savoir que le prélèvement pour le redressement des finances publiques, tel qu'il nous est appliqué, il ne s'applique pas sur la DGF, mais il s'applique en fait sur le montant. C'est un pourcentage qui est pris uniforme sur le montant, des dépenses de chaque commune, sans discernement. Et certes, on va nous dire c'est les élus qui l'ont choisi, mais ils l'ont choisi pour un prélèvement, le premier prélèvement d'1,5 milliard. Et ensuite, on l'a appliqué sur les 11 milliards qui ont suivi, de la même manière. Et ça a un effet contre-péréquateur dévastateur. Parce que, si vous voulez, si on met les masses en comparaison, la péréquation, ça va finir à 1 milliard, puisqu'on s'est arrêté à ça. Et sur le bloc communal, le prélèvement, il va atteindre, s'il va jusqu'au bout, 7 milliards. Alors, vous voyez que les masses ne sont pas tout à fait comparables, et je comprends tout à fait mes collègues qui sont... Sur les autres points... La colère de votre collègue, maire adjointe d'une commune qui est contributive. L'effort fiscal, même chose. Moi, j'ai alerté. J'ai dit, effectivement, comme cela a été dit, un effort fiscal qui est pris en compte par rapport à des bases locatives qui n'ont plus de rapport au plan national, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'il fallait s'arrêter, à 0,85, 0,9 bout du monde, parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a pas été fait, on ne nous a pas entendus. Un autre élément, je regardais, on me dit, il y a un autre paramètre. Oui, c'est vrai, lorsqu'on est moins nombreux, effectivement, on n'a pas l'application du logarithme nous dessert. Mais je crois que ça c'est évident. Il faut faire attention à cela. Et on a des villes, par exemple comme dans mon département, qui perdent des habitants. Et paradoxalement, en perdant des habitants, elles s'enrichissent. Parce que l'enrichissement, il est calculé par habitant. Alors, donc c'est terrible. Et en plus, avec des logarithmes, c'est dément. Et pour répondre à la dernière question, à la dernière remarque de notre collègue qui nous dit que les petites collectivités devraient avoir un système de base plus important, une sorte de SMIC. Et c'est tout à fait vrai, mais simplement dans notre pays, on a l'habitude de dire que les charges, puisqu'on utilise des indices synthétiques, que les charges progressent au fur et à mesure qu'on a de la population. En réalité, et donc ça fait une courbe comme cela. En réalité, c'est faux, et on a vu, on était avec Claude Reynald, on est allé en Autriche, on est allé regarder ces choses-là. C'est un travail très intéressant qu'a fait le Sénat, de comparaison. Eh bien, on voit très bien que dans ces pays-là, on a compris qu'en fait, la courbe des charges, ça n'est pas une courbe uniforme qui monte, en fait, c'est un U. C'est-à-dire que quand vous avez très peu de population, vous avez beaucoup de charges par habitant. Et vous descendez progressivement, et ensuite vous remontez, parce que les grandes cités et tout ça qui ont des problèmes aussi ont plus de charges. Mais, et ça, il faut qu'on l'intègre. Alors, dans toute la réforme qu'on travaille, on essaie de travailler là-dessus, on va peut-être réintroduire quelque chose, mais c'est pas très facile à faire. Merci. Alors, on continue, et on revient de ce côté avec vous, monsieur. Oui, Alain Casabonne, je suis le maire de Talence, une ville de 44 000 habitants dans la métropole bordelaise. J'avais posé l'autre jour une question au comité directeur. Ce n'est pas une question piège du tout, c'est pour mesurer notre poids par rapport au délire réglementaire de loi autre. Combien avons-nous de parlementaires au niveau de l'Association des maires de France pour mesurer ce poids-là? Je n'ai pas eu la réponse, je comprends, immédiate, mais que pesons-nous réellement?
Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes confrontés à 4 grandes difficultés. Les dotations, et nous sommes tous d'accord, et je partage tout ce qui a été dit sur l'exigence de voir ces dotations rétablies. Deuxième élément important, c'est, et André Linel l'a bien dénoncé l'autre jour, c'est la manière insidieuse dont on cherche à tuer la commune. Il y a eu les lois NOTRe, quel était le poids de nos parlementaires? On sait bien que ce sont des mesures insidieuses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au travers de la mutualisation, dont la Cour des comptes a d'ailleurs remarqué qu'en 10 ans, il n'y avait que des dépenses supplémentaires et que les économies viennent peut-être de 20 ou 30 ans, par ces mesures d'obligation de mutualisation, on arrive à perdre la réactivité et la proximité, et en réalité, on ne fait pas d'économie. Troisième élément, je l'évoque souvent, ce sont les normes. Je ne comprends pas que dans notre pays, il y a des normes parfois qui viennent d'injonctions européennes. Mais la traduction en droit français fait qu'on est toujours maximaliste. Je vais prendre un seul exemple. Vous connaissez comme moi les problèmes de l'amiante sur la voirie. En France, dès la moindre trace d'amiante, il faut mettre en décharge 4. Ça entraîne des surcoûts. À la métropole de Bordeaux, c'est près de 60 millions par an. Et on perd du temps. Les Allemands ont une attitude pragmatique. Ils fixent un seuil. Ils disent, au-delà de ce seuil, on fait effectivement ces démarches. En deçà, on ne fait rien. Et dernier élément, et je l'évoquais là aussi encore des marchés publics, ça ne coûte rien. Quand est-ce qu'on remettra en cause ce carcan du Code des marchés publics? Il y a une chose insupportable. Dès que vous proposez une chose, attendez, on va faire un marché, ça va prendre 4 mois, 6 mois. Et à l'arrivée, ça nous coûte plus cher et c'est plus long. Ça n'est pas là. Quand est-ce qu'on aura le poids de dire simplifions, que les commissions d'appel d'offres soient transparentes et tout, mais laissez-nous vivre, qu'on puisse travailler rapidement. Voilà. Merci. Question sur les normes, sur les marchés, et c'est à vous, monsieur, maintenant. Oui, Patrick Jean, maire de Pontarlier, 19 000 habitants, président des maires du Doubs. Il y a 1 an et demi, j'intervenais devant monsieur Eckert. D'ailleurs, soit en passant, je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux élus qu'il n'y ait pas le ministre du Budget face à nous ce matin. Même si le président de la République... Voilà, vous répondez de vous-même. Même si le président de la République vient cet après-midi, je pense qu'il aurait été normal et justifié qu'il entende ce qui se dit ce matin pendant ce débat. Je ferme la parenthèse. Je lui avais dit que l'État passait le singe de la fiscalité des épaules de l'État sur les épaules des collectivités. C'est pas un singe, c'est un gorille. Les élus en ont assez. Ils croulent sous le poids des charges qui leur sont transférées, ils croulent sous l'augmentation des dotations, à la baisse bien entendu, qu'ils ont à subir. Ils sont à la limite de craquer. Ils en ont assez. Il y a un ras-le-bol général qui s'établit. Ils en ont assez d'être critiqués, d'être vilipendés, d'être raillés par les médias, ça c'est toujours, par certains habitants parfois. Ils en ont assez. Je vais simplement, pour être rapide, je prends deux exemples, le FPIC et la DGF. Le FPIC sur ma collectivité, 52 000 € en 2012, 920 000 € en 2016. Je crois que ça fait 1612% d'augmentation. J'avais proposé il y a 2 ans à ce que le FPIC, c'est une péréquation horizontale, ait un seuil de soutenabilité pour les collectivités qui ont à le verser. Rien. 1612% d'augmentation. Quelle collectivité peut supporter une telle variation de ses charges ou de ses baisses de recettes? La DGF, on va se retrouver, comme la collègue tout à l'heure, en DGF négative l'année prochaine. L'État va donc nous ponctionner, puisque c'est prévu par la loi fiscale, va nous ponctionner sur nos recettes fiscales en direct, sans passer par nos budgets. On va donc nous ponctionner à la base. C'est absolument injustifié et inacceptable, mais c'est prévu par le Code de la fiscalité. La DGF sur la centralité. Donc je demande, par exemple, je vais être rapide, pour le FPIC et pour toutes les normes et toutes les évolutions des dotations ou des charges supplémentaires, qu'il y ait une notion de soutenabilité fiscale, financière et économique de ce qui est mis en place, qu'on mette en place des cliquets, des seuils, soit en pourcentage, soit en valeur, mais qu'on ne peut pas. On a voté 12% d'augmentation de la fiscalité ménage sur l'Interco. 15 jours après, on apprenait qu'on avait 240 000 € de plus à verser après le vote de la fiscalité, ce qui mange 40% d'épargne nette que nous pensions réaliser en 2017 par cette augmentation de fiscalité. Comment pouvons-nous gérer des budgets, avoir des prévisions, avoir de la prospective, faire des plans prévisionnels d'investissement lorsqu'on nous modifie les règles en cours du jeu? Donc, voilà, des mesures qui soient soutenables, voilà. Des cliquets en particulier sur le FPIC. Et deuxième chose, pour la DGF,
Pour la DGF, je le disais hier dans le débat sur la ruralité, attention à cette notion de centralité. Aujourd'hui, on ne la base que sur la population. Moi, j'ai fait une proposition à la Commission Finances, c'est qu'on prenne en compte non pas la population, mais qu'on prenne en compte les communes ou les collectivités qui sont sièges de théâtre, de stades, de piscines, de médiathèques, celles qui supportent réellement les charges de centralité. Et ce n'est pas forcément les plus peuplées. Lorsqu'il y a un aménagement du territoire qui a été fait, ce n'est pas forcément la population qui fait la charge de centralité. Donc qu'on prenne en compte ces éléments-là et en plus qu'on prenne en compte aussi qui paye ces charges. Dans certaines collectivités, ce sont les communes, dans d'autres, ce sont les intercos. Donc il ne faut pas s'arrêter à une notion uniquement de population, mais bien prendre en compte la totalité de ce que représentent les charges de centralité, parce que n'oublions pas que ce sont ces communes interstitielles, les 5 à 20 000 habitants, qui sont souvent les locomotives pour l'ensemble des autres communes. Merci. Et qui sont trop souvent fragilisées. Alors, on continue avec vous, monsieur. Oui, merci. Jean-Marie Binetruy, président de la communauté de communes du Val de Morteau, dans le Doubs. 20 000 habitants, 8 communes seulement. Je voudrais évoquer, moi aussi, la question du fonds de péréquation. Quand on dit qu'effectivement, ça ne représente qu'1 milliard par rapport aux baisses de dotation, aux baisses de DGF, c'est vrai. Mais pour certaines collectivités, ce fonds de péréquation horizontale peut représenter autant, et c'est mon cas, que les baisses de dotation. Pourquoi? Nous avons pourtant un potentiel financier qui est tout à fait dans la moyenne à 680 € par habitant, rien d'exceptionnel. Simplement, le problème est la prise en compte du revenu par habitant. Alors j'entendais tout à l'heure mon ami Philippe Laurent évoquer le revenu par habitant par rapport aux impôts, sauf que lorsque vous avez une zone frontalière dans laquelle vous avez donc des gens qui travaillent d'un côté de la frontière, d'autres de l'autre, disons que la globalité des revenus ne représente rien. Par ailleurs, vous avez des charges particulières. Il faut déneiger les routes à 4 heures du matin, il faut des gardes d'enfants beaucoup plus tôt. Donc je pense que le revenu par habitant ne doit pas être apprécié de cette façon-là. Il faut effectivement le limiter. Et j'allais dire que quand vous avez des collectivités qui s'efforcent de faire des efforts de gestion, qui ne veulent pas assommer leurs habitants, ça n'est pas non plus de la bonne chose, c'est une incitation à mettre de l'impôt. Et il y a un point important que je voudrais évoquer aussi, c'est qu'à la rigueur, on a donc un fonds de péréquation et on contribue, mais qu'à minima, cette contribution au fonds de péréquation soit soustraite du PFIA. Parce que c'est une aberration, donc vous payez sur votre propre contribution. Merci. Merci, on continue ces échanges et on continue avec vous, monsieur. Oui, bonjour. Donc Alain Turby, maire de Carbon-Blanc, métropole bordelaise. Mes amitiés à Alain Casabonne qui a pris la parole. Voisin de Talence, voilà. Tout à fait. Donc une ville de 7000 habitants selon l'INSEE. 8000 habitants en réalité. Comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que nos prédécesseurs ont fait le choix d'augmenter le droit à construire sur le territoire. Et donc nous prenons 1000 habitants en une année. Nous avons pris 1000 habitants en une année. Les besoins en termes d'infrastructures scolaires, petite enfance, n'ont pas du tout été anticipés. Au total, nous sommes sur une dépense minimale qui sera de l'ordre de 7 millions d'euros. Aujourd'hui, en 20 mois de mandat, nous avons baissé nos charges de fonctionnement à caractère général de 20%. Et pourtant, premièrement, ça ne gomme pas l'effet de la baisse de la DGF. Et deuxièmement, ça ne permet pas de dégager de l'autofinancement de façon suffisante pour créer le financement de ces infrastructures. Aujourd'hui, on parlait du fait d'entraîner le report de l'endettement sur les collectivités territoriales. Nous sommes clairement dans cet enjeu-là. Ce sont les collectivités qui sont en train de s'endetter, et cela pour ne pas être pénalisées pour l'avenir et pour nos concitoyens. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il est normal que nous soyons effectivement sanctionnés de la même manière lorsque nous faisons des efforts de gestion? Je l'ai cité, 20% de baisse sur les charges à caractère général, 3% sur les charges de fonctionnement généraux. Donc voilà, nous sommes arrivés à une baisse et nous sommes sanctionnés de la même manière qu'une commune. Alors je ne dis pas, attention, je ne suis pas en train de dire que les maires sont des mauvais gestionnaires, mais vous avez effectivement des communes qui parfois disposent d'un matelas,
mais qui vont pouvoir l'utiliser, et d'autres communes qui sont vraiment exsangues financièrement et qui ne peuvent pas faire ces dépenses. Et j'ai envie de conclure aussi par un sujet, c'est que aujourd'hui, nous avons eu des transferts de compétences. Ces transferts de compétences ne se sont pas faits avec des moyens en parallèle, que ce soit les rythmes scolaires. J'entends parler de cette fameuse mesure qui va faire que les PACS seront bientôt enregistrés en mairie. Je rappelle qu'il faut pour cela que nous ayons du personnel formé et du personnel capable de le faire. Ce sont des charges de fonctionnement supplémentaires. Si nous ne sommes pas compensés sur les charges de fonctionnement à engager, comment vous voulez qu'on y arrive? Donc vraiment, aujourd'hui, si on veut donner envie aux nouvelles générations, petit à petit, de s'intéresser à la chose publique, de venir et de créer une gestion publique cohérente, eh bien, il faut pour cela aussi qu'on donne les moyens aux maires d'agir localement. Merci. On continue de ce côté avec vous, monsieur. Bonjour, donc Gérard Françoise, je suis vice-président de la communauté d'agglomération du nord de l'île de la Réunion et maire adjoint également en charge des finances de la ville de Saint-Denis, ville de 150 000 habitants. Alors, monsieur Léniel, vous venez de préciser qu'il faut mettre de la justice dans la réforme donc, des dotations. Alors que dans les 4 DOM, qui sont des départements de droit commun, comme ceux d'Hexagone, les communes supportent des charges de cohésion sociale importantes, puisque nous sommes à 60% des jeunes au chômage et 25% de chômeurs. Et on a également un souci de rattrapage d'investissements conséquents. Or, cette dotation globale de fonctionnement n'y est pas appliquée comme dans l'Hexagone. Il n'y a pas de péréquation, ni même donc, les mêmes critères qui sont appliqués donc, à la fois dans la dotation forfaitaire, ni pour le SPIC et encore moins pour la DSR et la DSU. On nous dit qu'elle est plus favorable que les péréquations nationales sur la base d'un taux moyen hexagonal. Or, la réalité de nos 216 communes des DOM est celle d'un potentiel fiscal beaucoup plus faible, qui n'a rien à voir avec la moyenne nationale. Sur ces 216 communes, nous perdons collectivement environ 40 millions d'euros. Nous demandons tout simplement que la justice soit appliquée et que les DOM soient considérés comme des territoires à part entière et non pas systématiquement dans une gestion de droit dérogatoire. Merci. Merci de ce message des communes ultramarines. À vous, madame. Oui, bonjour, je suis maire de la commune de Pontchâteau, une commune de 10 000 habitants et vice-présidente du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois, communauté de communes. Et je voudrais ici témoigner, souligner la situation particulière des communes entre 10 000 et 20 000 habitants. Et nous sommes peut-être que nous représentons 1,4% des communes de l'ensemble du territoire français, 10,80% de la population, mais nous avons subi pour ces communes une triple peine. Nous ne sommes pas forcément des communes attachées en bordure de périurbaine, nous sommes aussi des villes-centres en campagne. Et l'effet de seuil créé par le passage de DSR à DSU a été paradoxal. Pour ma commune, nous avons perdu moins 333 000 € lors de notre passage de DSR à DSU. Nous avons dû également faire comme tous les maires, participer au redressement des finances publiques et ça s'est traduit pour nous par moins 393 000 € sur nos finances. Et à cela est arrivée la troisième peine, c'est-à-dire la prise en charge sans compensation, sans aide, de la réforme des rythmes scolaires. Et nous avons 1400 élèves sur la seule commune de Pontchâteau. Et donc, vous voyez bien le rétropédalage qu'il a fallu faire en 2014 pour soutenir la CAF et puis préparer l'avenir. Donc, je pense qu'on est arrivé aux limites de l'effort que nous pouvons demander à notre population. Et j'entendais M. Léniel nous indiquer qu'il y aura donc bientôt un agenda de travail. Et c'est l'occasion pour moi ce matin de demander que cet effet de seuil paradoxal soit bien pris en compte, s'il vous plaît. Merci. Merci de ce témoignage. Alors, on voit le cas particulier des charges de centralité de ces villes qui ont un rôle d'animation pour leur territoire, le cas des communes ultramarines. Antoine Homé, sur ce sujet ?
Oui, la question a été évoquée notamment de la dotation de centralité et de ces villes moyennes qui sont soit des bourgs-centres dans des zones rurales, soit des villes qu'on peut qualifier de villes de banlieue dans des grandes agglomérations. On a parlé déjà de la réforme de la DGF et effectivement il y a un consensus pour revenir sur l'enveloppe dite dotation de centralité. Parce que calculée telle qu'elle était dans la réforme qui pourrait entrer en vigueur si elle n'était pas modifiée, ça aboutissait à concentrer toute l'enveloppe sur les villes-centres dans les grandes agglos. On a des exemples nombreux dans lesquels toutes les villes-centres secondaires, ces villes de 5, 10 000, 20 000 habitants qui ont des équipements publics étaient exclues de cette dotation de centralité, ce qui faisait qu'elles avaient du coup une DGF qui allait baisser de façon drastique. Et puis à l'inverse, les villes-centres en milieu rural, par l'application d'un calcul de dotation de centralité en fonction de la démographie exposée à la puissance 5, ne bénéficiaient pas non plus des moyens qui leur permettent de faire vivre les services publics. C'est pour cela, et ça a été dit, je voulais rebondir sur l'intervention du président départemental du Doubs, que nous pensons qu'il serait tout à fait intéressant, ces dotations de centralité, bien sûr, d'abandonner le système de la puissance 5, mais de la répartir aussi en fonction des équipements. C'est vrai. Alors aujourd'hui, les groupes de travail de l'Assemblée et du Sénat, en tout cas dans l'état de leurs travaux, ils le diront mieux que moi, ont déjà dit qu'il fallait passer à autre chose. On parle, et je crois que c'est bien, de séparer l'enveloppe de l'intercommunalité sur la dotation de centralité et l'enveloppe communale, car nous pensons à l'AMF de façon générale que pour les dotations, il ne faut pas transiter par l'intercommunalité. Ça crée un effet de déformation, il faut deux enveloppes séparées. C'est vrai pour cette dotation, le débat porte aussi sur le FPIC, qui crée là aussi des effets de déformation considérables par son calcul au niveau intercommunal. Et au-delà, on ne peut pas, selon nous, se contenter peut-être d'un logarithme, mais on pourrait très bien, effectivement, instaurer une répartition en fonction de la localisation des équipements publics qui génèrent des charges de centralité. Voilà ce que je voulais dire sur ce point qui est un point central de la réforme de la DGF. Merci. Alors, on reprend les échanges et avec vous, monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bien, oui, Christian Grimpré, maire de Sainte-Soule, une commune de l'agglomération rochelaise, deuxième couronne, commune rurale, qui a eu le malheur de franchir en 2013 le seuil des 3500 habitants. Et comme on est classé en zone B2, aucun opérateur de HLM n'a voulu venir sur notre secteur, moyennant quoi, non seulement j'ai été pénalisé de 54 000 € de baisse de dotation comme tout le monde, mais j'ai aussi 57 000 € de pénalité parce qu'il me manque 400 logements sociaux. Il faudrait que sur ma petite commune, je fasse 400 logements sociaux. Ce qui m'a permis de demander au secrétaire général de la préfecture s'il connaissait la différence entre la bêtise et l'intelligence. Alors je lui ai dit, il y en a une, c'est que l'intelligence a des limites. Voilà, merci. Allez-y, c'est à vous. Albert Rouperem, maire de Vercelles dans le Doubs, 1600 habitants et président de PCI. Les élus du Doubs sont en force ce matin. Oui, c'est le hasard. Il y a un certain nombre d'années, j'avais déjà fait une intervention devant Madame Lagarde et je voudrais m'adresser à Monsieur Léniel, président du CFL, en disant parce qu'on avait beaucoup parlé d'une réforme fiscale, on a fait beaucoup de communication, elle ne s'est jamais faite. Et j'ai fait ma religion, elle ne se fera jamais, parce qu'il y aura plus de mécontents que de contents. Là-dessus, c'est sûr. Mais simplement, on a une valeur locative moyenne de 2 000 € supérieure à la valeur départementale. Et je pense que dans la nouvelle DGF, mesdames, messieurs, prenez vraiment en compte cet aspect des choses, sinon ce sera grave. Je voudrais, en tant que président de PCI, dire aussi que j'en ai un peu le ras-le-bol d'entendre la Cour des comptes dire que les collectivités locales embauchent trop. Parce que lorsque le 1er juillet 2015, eh bien, on nous dit vos PLU, on ne les instruit plus, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise, on embauche, on prend quelqu'un. Et comme l'a dit tout à l'heure une personne précédemment, on n'a jamais dans nos collectivités de gens qui ne font rien. S'ils sont là, c'est pour faire quelque chose. Donc, mesdames, messieurs les médias, arrêtez. Une suggestion vis-à-vis des communes nouvelles. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que les aides apportées aux communes nouvelles soient pérennisées? Parce que là aussi, on oblige les gens
à faire très vite alors qu'on est dans une démarche volontariste et il serait bien qu'au bout du compte, les avantages des communes nouvelles aillent au-delà du 1er janvier 2017. Mais je voudrais poser une question, alors c'est pour ma gouverne personnelle. Je crois savoir que l'État augmente chaque année, automatiquement la haute administration augmente de 2%. Et puis lorsqu'on lui demande de faire des économies, eh bien ils font une réduction de l'augmentation. Est-ce bien vrai? On va aller de ce côté, c'est avec vous, monsieur. Oui, Dominique Métaux, je suis maire d'une commune de 12 000 habitants. Je suis aussi conseiller départemental et je tiens à le dire parce que j'ai l'impression que depuis 2 jours, on oppose ruralité et urbain. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'entendre ici un grand nombre de messages dont on peut ressentir au niveau du climat actuellement dans notre pays. Alors je dis, oui, c'est difficile, ma commune touche la DSU. Oui, c'est difficile, je viens d'augmenter la taxe d'habitation et le foncier de 10%. Oui, c'est difficile, je viens d'augmenter le foncier bâti de 22%. Oui, c'est difficile parce que mes habitants, je dispose de 1 400 € par habitant quand des communes à côté disposent de 3 000 €, de 4 500 €. Oui, c'est difficile parce que j'ai des charges de centralité importantes. Mais j'ai envie de dire aussi aux ruraux, l'intercommunalité, c'est quelque chose d'important. Hier, j'entendais, il ne faut pas supprimer les syndicats d'eau. Dans notre communauté d'agglomération, nous avons supprimé en 2008 12 syndicats d'eau. Et je tiens à dire que où était le prix de l'eau le plus élevé, c'était dans les communes rurales. Nos communes, c'est ma commune centre qui est la commune la plus importante de cette communauté d'agglomération, a vu légèrement son prix augmenter. Un certain nombre de charges comme celle-ci sont relativement importantes et peuvent être absorbées, je dirais, aussi par les problèmes d'intercommunalité, aussi parfois. Donc j'aimerais au moins lancer le message, c'est qu'ensemble on puisse s'allier, et je prends toujours cette image, ne soyons nous pas plutôt dans une vue d'une mêlée au service, je dirais, de nos citoyens, et qu'on puisse peut-être aussi, au travers de ces problématiques de DGF, qui ne sont pas seulement aussi que celles-ci, c'est aussi une égalité de droits de nos citoyens, d'accès de nos enfants à nos services, car certaines communes, par exemple, touchent dans le cadre de la politique de la ville des fonds de l'État, voire des fonds des départements et des régions, alors qu'ils ont parfois des ressources très très importantes. Et donc je pense qu'il faut tout remettre sur la table, et de manière à pouvoir faire en sorte que ça soit un peu plus égalitaire pour nos citoyens. Voilà. Merci de ce message. Alors, question effectivement, Philippe Laurent, ne pas opposer les communes rurales et les urbaines. Et ce témoignage nous montre aussi les difficultés. Le maire de Pavillon-sous-Bois approuve, mais bien évidemment aussi comment avancer et les questions qui sont passées à la commission des finances de l'AMF, des questions aussi sur la faisabilité de la réforme. C'est vrai qu'on se retrouve dans ces congrès de l'Association des maires de France, c'est l'actualisation des bases, la réforme fiscale. Comment est-ce qu'il faut ne plus y croire, comme le maire de Pontarlier? Réponse de Philippe Laurent. Non, je crois qu'il faut toujours y croire, parce qu'il faut toujours avoir l'optimisme de l'action. D'ailleurs, s'agissant des valeurs locatives, ça se fait. Je me permets de rappeler qu'au 1er janvier 2017, les nouvelles valeurs locatives pour les locaux commerciaux vont rentrer en vigueur. Alors, les effets en seront neutralisés par un fameux coefficient de neutralisation en attendant la mise en place de la réforme pour les locaux d'habitation. Mais la réforme pour les locaux d'habitation, elle avance aussi. Elle est en expérimentation aujourd'hui dans 4 départements, mais elle avance aussi. Donc, les choses avancent. À mon avis, il y aura des difficultés, mais les choses avancent. Et je trouve que c'est important parce que on ne peut pas dire à la fois les bases sont obsolètes et ensuite refuser d'en tirer les conséquences et les effets. Naturellement, tout à l'heure un de nos collègues l'a dit, il y aura des contribuables qui seront davantage sollicités, mais d'autres aussi qui le seront moins, parce que ce sera une question de justice. Donc,
les choses avant. C'est long, ça mettra encore des années et des années. Si toutefois le Parlement ne revient pas sur les textes qui ont été votés dans le passé, mais de ce point de vue, les choses avancent. Par contre, s'agissant, j'ai noté tout à l'heure notre collègue Casabonne qui parlait des marchés publics, je n'ai pas le sentiment qu'on est devant une volonté de simplification. On l'a vu avec la dernière ordonnance. En réalité, le discours, c'est pour simplifier, mais en réalité, non. On est même allé jusqu'à faire en sorte que l'ordonnance surtranspose les directives européennes, la directive européenne, ce qui est quand même extraordinaire. Il ne faut pas dire que c'est l'Europe, ça. Ça, c'est nous. C'est nous. Et tout ceci, mes chers collègues, vient simplement d'un point culturel, c'est que manifestement, une partie de la haute administration, et là en l'occurrence elle est très bien identifiée, on sait qui c'est si je puis dire, ne fait pas confiance. On ne nous fait pas confiance. On ne nous a jamais fait confiance. On ne nous fait pas confiance aujourd'hui plus qu'avant pour gérer en transparence, en équité et avec compétence nos collectivités territoriales, alors même que depuis 30 ans, nous montrons communes, interco, départements, régions, que nous avons pris pleinement en main les compétences qui nous ont été attribuées par les lois de décentralisation. Aujourd'hui, on ne nous fait pas confiance. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer, mais c'est très compliqué parce que ce n'est pas l'alternance qui fera changer. C'est un problème culturel dans notre pays. Je veux dire aussi, tout à l'heure, un de nos collègues a parlé des augmentations de population importantes qui généraient des besoins. Je veux dire, là aussi, il y a des petits progrès quand même, puisque nous avons mis en place, ça c'est pas tellement su, mais nous avons mis en place, donc par la loi, ce qu'on appelle l'aide aux maires bâtisseurs, c'est-à-dire que dans un certain nombre de conditions, il y a donc des collectivités, des communes qui voient leur DGF, ou en tout cas leur dotation augmenter du fait qu'elles ont un rythme de construction supérieur, disons, à la moyenne, pour aller vite. Hein. Donc les textes existent et il y a un certain nombre de collectivités qui en ont bénéficié dès cette année. Alors naturellement, cette dotation, c'est 100 millions d'euros pour l'année, cette dotation n'est pas très importante, mais le système a été mis en place. Ce système a été souhaité par nous. Il a été mis en place par le Parlement. Maintenant, on peut tout à fait l'amplifier. Mais il faut savoir aussi que dans notre système de dotation d'enveloppe finie, et même en diminution, ce qui est donné à certains est pris aux autres. Et c'est ça la grande difficulté, c'est la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que faire des réformes d'attribution lorsque l'enveloppe stagne, c'est pas facile, mais lorsqu'elle baisse, c'est encore moins facile, naturellement. Et je veux dire un dernier point, parce que ça a été évoqué par un de nos collègues aussi, et c'est une idée qui est assez à la mode et qui revient de manière régulière. Lier les dotations ou l'attribution des dotations à un critère dit, et je mets des guillemets, de bonne gestion. Moi, mes chers collègues, je ne sais pas très bien ce qu'est la bonne gestion, définie de manière globale. D'abord parce que nos territoires sont très divers, que leurs besoins sont très différents et que les politiques qui peuvent être mises en œuvre dans nos collectivités peuvent être différentes d'une équipe à l'autre, naturellement. C'est de la politique que nous faisons. Et nous faisons des choix politiques dont nous nous donnons, le cas échéant, les moyens, par exemple, par un prélèvement fiscal plus important que chez le voisin. Mais parce que nous avons fait ce choix-là. C'est un choix. Et donc, par conséquent, je trouve qu'il faut faire très attention, parce que j'entends ça aussi chez certains candidats, il faut faire très attention dans le lien entre « on va vous aider si vous gérez bien ». Mais moi, je n'ai pas envie que quelqu'un, autre que les électeurs, me dise comment il faut bien gérer. Ça, ce sont aux électeurs de le dire. Il faut renvoyer à la responsabilité politique des élus locaux. Donc, attention à ces fausses bonnes idées. Valérie Rabault, vous souhaitez intervenir également, et quand on vous interrogeait, vous les parlementaires, vous les élus, sur la faisabilité de la réforme. Réforme fiscale impossible, dit le maire de Pontarlier. Je ne sais pas si elle est impossible. Je voudrais juste peut-être une petite remarque. Sur les normes européennes, je suis vraiment d'accord avec vous parce que quand on le présente au Parlement, on nous dit que c'est une transposition. Et donc, cette année, dans la loi de finances, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé Bruxelles directement pour dire est-ce que c'est bien une transposition. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on veut toujours laver en France, être plus blanc que blanc. Donc, on a réussi à faire marche arrière. Mais c'est parce qu'on a appelé Bruxelles. On leur a dit c'est bien ça que vous voulez ?
Ah non, c'est pas ça qu'on veut totalement. Et donc, je pense que cet exercice-là, en tout cas dans les lois de finances qu'on examine au Parlement, on le fait chaque fois. On a des surprises, je ne vais pas vous mentir, on a des surprises, mais il est hyper important qu'on ne dise pas c'est une transposition de Bruxelles. C'est une transposition de Bruxelles plus, voire plus, voire plus. Et ça, alors tout passe pas devant le Parlement dans cette affaire, mais il y a des choses qui passent. En tout cas, nous, ce qu'on fait comme exercice, c'est qu'on appelle Bruxelles. Ça, c'est un point qui paraît extrêmement important pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où on fait plus. Bon. Il y a eu différentes questions qui ont été abordées, notamment sur la politique de la ville, etc. Moi, dans les petits exercices qu'on tente de faire, c'est d'avoir un tableau de bord global de tout ce qu'on reçoit. Parce que c'est vrai que parfois, ça part un peu dans tous les sens, que ce soit la politique de la ville, qui peut être les emplois aidés, qui peut être l'ensemble des dotations, qui peut être le TEPCV. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je regrette que ça arrive par petits bouts. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, on vous dit ça, au mois de septembre, on vous dit ça. Et dans le fond, il n'y a pas de vision globale de ce que donne l'État dans toutes ses composantes, parce qu'effectivement, elles peuvent être multiples. Je pense que cet exercice-là, alors je sais que certains d'entre vous, bien entendu, le font, on tente de le refaire aussi au niveau de la Commission des finances pour avoir une vision complète, parce que ça permet, et André, de rebondir sur ce qu'André Léniel a dit, d'appréhender la justice. Et ce vecteur-là est extrêmement important. Mais vous, rapporteur général du budget, vous seriez favorable aussi à une loi de finances spéciale pour les collectivités locales, comme il y en a une pour la Sécu Alors, ça c'est des grands débats parce que, d'abord, il y a une chose, premièrement, quand on est à la Commission des finances, on nous demande de présenter des comptes publics globaux, c'est-à-dire qu'on somme ce que fait l'État, ce que fait la Sécu et ce que vous faites. Ce qui fait grosso modo 1200 milliards d'euros de dépenses publiques. Et dans le fond, on en pilote, et derrière le mot pilote, je mets des gros guillemets, moins de la moitié. C'est ça la vérité quand même. Entre les normes, etc., qui existent, on en pilote moins de la moitié. Mais on nous demande des comptes sur la totalité. Donc c'est quand même un exercice qui est assez difficile. Donc l'idée qui est de dire il faut peut-être se fixer des objectifs, on a tenté, ça a été une première étape qui a été mise dans la loi de programmation des finances, dans la loi de programmation pluriannuelle, de définir, on va se mettre quelques objectifs, dans le fond quelques boussoles pour savoir où on va et comment on tente d'avoir un pilotage global. Mais ça c'est la réalité, c'est qu'on nous demande des comptes globaux sur quelque chose pour lequel on pilote moins de la moitié. Merci, c'est la réalité vécue effectivement dans le pilotage des finances publiques, des finances locales. Philippe Dallier. Je voulais tout d'abord revenir sur une question qui avait été posée par l'un de nos collègues qui demandait quel était le poids des maires au Parlement. Il y a aujourd'hui un certain nombre de députés maires et de sénateurs maires. Vous verrez qu'en 2017, avec le non-cumul, ça sera formidable. Il n'y aura plus aucun maire au Parlement et je vous garantis que les réformes seront certainement moins bonnes qu'elles ne peuvent être aujourd'hui. Deuxièmement, sur la réforme de la DGF, est-ce qu'il faut une loi spécifique ou pas? Mais je vais vous dire, mais je m'en moque. Loi de finances ou loi spécifique, je m'en moque. Ce que je veux, c'est une bonne réforme. C'est-à-dire une réforme sur laquelle on aura eu le temps de travailler. Et c'est le cas puisque les groupes de travail travaillent, c'est le cas de le dire, et qu'on va avoir des simulations avant de discuter le texte. Donc c'est ça le principal. Et ensuite, dans l'idéal, il aurait fallu effectivement commencer par la révision des valeurs locatives parce que c'est ça qui, à l'origine, crée des disparités incroyables en matière de taux d'imposition, en matière de richesse et des injustices au sein même de chacune de nos communes. Parce qu'effectivement, il y a des différences entre communes, mais on sait bien que deux habitants qui ont le même appartement ou la même maison, selon qu'elle est d'avant ou d'après 71, payent des impôts différents, ça n'est pas normal, donc il aurait fallu commencer par ça. Ensuite, il faut une réforme de la DGF, parce qu'on sait qu'elle est effectivement inéquitable et injuste. Et après, on pourrait revenir sur les péréquations. Et moi, je veux tirer la sonnette d'alarme, après avoir entendu André Léniel, et parce que je connais la position du CFL. Si jamais on n'a pas de réforme de la DGF, on ne peut pas corriger les inégalités de la DGF en remettant une couche par la péréquation financière. Parce qu'on ne peut pas, sur un système qui est à la base inéquitable,
dont on a amplifié l'inéquité avec la chute des dotations, on ne pourra pas corriger ça au travers du FPIC, de la DSU, de la DSR, etc., parce qu'on sait déjà que ces mécanismes mêmes parfois se contredisent l'un l'autre. Moi, je suis à la tête d'une commune qui touche de la DSU et qui verse du FPIC pour 3 fois le montant de la DSU qu'elle perçoit. Et je suis maire d'une commune en plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Tout ça est devenu complètement absurde. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Valeurs locatives, réforme de la DGF, réforme de la péréquation. Donc faites-le dans une loi spécifique ou faites-le ou faisons-le au moment de la loi de finances, je m'en moque. Mais le tout, c'est de sortir avec quelque chose qui soit juste, équitable, efficace. On est quand même au pays de Descartes, il faudrait s'en souvenir. Donc remettons un peu de raison dans tout cela. Merci, monsieur le sénateur. Bonjour, Vanessa Muranville, maire de la ville de la Possession à La Réunion. Alors, représentante des Outre-mer qui va essayer d'amener un petit peu de soleil sur ce temps qu'il fait à l'extérieur et ce temps qu'il fait sur les collectivités territoriales. Une première remarque pour moi qui est extrêmement importante que nous ayons en tête ensemble des élus locaux, c'est la question des filières REP, les filières d'éco-emballage sur la question des emballages doit normalement nous rendre 80% de ce que coûte le traitement, enfin la collecte et le traitement des emballages. Or, c'est seulement 50% qui nous est rendu au niveau national, à peu près 20 à 30% seulement sur les DOM. Donc il faut, à mon sens, vraiment une mobilisation globale des élus pour que cette filière REP et éco-emballage, que sont les emballages ménagers, soient traités de façon équitable et que ce ne soit pas les collectivités qui assumions cette compétence financière en plus de ce que nous assumons déjà. Mais sinon, je voulais être donc dans le positif, parce que je fais partie de ces élus qui n'ont pas connu peut-être de meilleurs cieux avant au niveau des finances locales. Et arrivant dans cette situation de crise, j'essaye d'innover, j'essaye de trouver des solutions. Et je crois qu'il y a des solutions au niveau technologique, passer à tout ce qui est Smart City, système intelligent, faire en sorte qu'on puisse avoir des compteurs intelligents au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de la collecte sélective, la collecte des déchets. On peut avoir vraiment des économies en ce sens-là. Sur l'éclairage public, on peut diviser par 5 les dépenses énergétiques des collectivités. On peut aussi faire de la mutualisation. On est en train, pour notre part, de créer une centrale d'achat qui va nous permettre de gonfler les commandes et donc de diminuer les coûts. On peut aussi aller sur la recherche de recettes. Je prends un exemple concret. La ville de la Possession fait une coopération régionale avec la ville de Victoria aux Seychelles, parce que même si nous sommes en difficulté nous-mêmes, il ne faut pas oublier nos voisins qui le sont encore plus, les pays en développement ou sous-développés. Et c'est seulement 15% de fonds propres que nous avons mis dans cette coopération, parce que nous avons réussi à trouver des recettes ailleurs, dans le ministère des Affaires étrangères ou d'autres. Donc voilà, on peut chercher ailleurs. Et, merci. Oui, juste une dernière chose. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à nos citoyens pour nous aider à trouver des solutions par le biais du bénévolat, des associations. Et de la même façon, il faut que l'État et l'Europe nous fassent confiance, parce que nous avons l'expertise de terrain et nous savons ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nos citoyens. Et donc il faut qu'on nous laisse innover, il faut qu'on nous donne l'opportunité de le faire, parce que comme en chinois, on sait le mot crise veut aussi dire le mot opportunité. Donc essayons de tourner tout cela en opportunité. Merci à la maire de la Possession, l'île de la Réunion. Alors, ces 2 dernières interventions sont excellentes comme transition. Voilà pour ces débats consacrés à cette baisse des dotations aux collectivités territoriales. On continue notre émission spéciale, toujours en direct du Congrès des maires de France, porte de Versailles à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes députée Les Républicains de l'Essonne. Merci d'être avec nous. On va commencer par un mot sur cette actualité qui frappe toute l'île de France. Ce sont ces terribles intempéries, inondations. L'Essonne est particulièrement touchée. On sait que la crue de la Seine historique va continuer cet après-midi, notamment votre fief de Longjumeau est particulièrement touché. Est-ce que vous avez des informations sur votre commune? Oui, bien sûr, et je le rejoins tout à l'heure en quittant le salon des maires. Longjumeau et dans la région, c'est l'Yvette qui est sortie de son lit à des niveaux très impressionnants, des niveaux qui dépassent absolument ce qu'on a pu connaître parfois. C'est une situation d'urgence, et c'est une situation d'urgence dans laquelle c'est d'abord évidemment le rôle des élus, le rôle de chacun sur le terrain, mais on attend le soutien de l'État, et on l'attend de manière très précise à travers l'arrêté de catastrophe naturelle. Je ne doute pas qu'il sera pris, il y a une évidence.
mais plus vite il est pris, plus vite les procédures se mettent en place, et puis plus vite aussi on sent le soutien et la solidarité nationale qui est importante dans ces moments-là. On sait justement que Manuel Valls a déclenché un fonds de soutien exceptionnel et que les arrêtés... Oui, c'est deux choses différentes, le fonds de soutien exceptionnel et l'arrêté de catastrophe naturelle. Vous savez bien qu'il y a un conseil des ministres dès mercredi prochain, c'est ce qu'a annoncé ça engage le un certain nombre de procédures qui sont très attendues et plus c'est vite fait, mieux ça se passe. Ça ne résout pas tous les problèmes, loin de là. Est-ce qu'on aurait pu prévenir ou anticiper ce type de situation, ces crues exceptionnelles selon vous? Moi je souhaite, là on est dans l'urgence si vous voulez, mais je souhaite après qu'il y ait un retour d'expérience, à la fois un retour d'expérience sur nos dispositifs nationaux. J'ai l'impression que l'ampleur en fait du phénomène n'a pas été anticipée. Et puis alors je le dis aussi dans ma dimension, ma casquette locale, un retour d'expérience sur nos dispositifs locaux, puisque c'est vrai qu'il y a des modélisations. On attend par exemple du syndicat de gestion des eaux une anticipation, diffusion d'informations qui en l'espèce n'a pas toujours été au rendez-vous. Alors on en vient à cette actualité aujourd'hui qui vous concerne. Vous êtes présente au Salon des maires de France. Hier, il y avait la visite d'Alain Juppé, autre candidat à la primaire. Vous avez pu faire un peu le tour des élus. Dans quel état d'esprit les trouvez-vous, ces élus locaux? Écoutez, moi je trouve qu'il y a un mélange de colère, très clair, et en même temps un tout petit peu de résignation, et je ne veux pas que ce soit ce sentiment-là qui gagne, parce que rien ne serait pire. Les élus ont subi des années difficiles, ils ont le sentiment qu'il y a un manque d'écoute complet du côté du gouvernement, et eux ils sont pris entre le marteau et l'enclume en quelque sorte. Ils sont face à toutes les demandes des Français, qui sont eux-mêmes atteints par la crise, par toutes les crises. Ils sont face à toutes ces demandes-là et ils ont le sentiment qu'il y a un manque de compréhension, de soutien, d'attention. Finalement, ils sont au front et ils sont seuls au front. Moi, c'est ça le sentiment que j'ai quand je parle avec les élus. Ça donne de la colère et puis parfois, il y a un petit peu de résignation. Je ne veux vraiment pas qu'on tombe dans ce sentiment-là. On a besoin des élus locaux. Ils sont une des pièces maîtresses, en fait, pour pouvoir reconstruire notre pays, retrouver toute la dynamique qui est la nôtre, retrouver nos chances. Courtisés par les personnalités politiques, pour ce qui concerne les parrainages notamment. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez pu avancer justement dans vos parrainages? Écoutez, ça progresse bien, oui. Il faut, pour être candidat à la primaire de la droite et du centre, 2500 adhérents, les Républicains, et 250 grands élus. Alors, pas forcément adhérents, des grands élus qui partagent cette idée, proposition de refondation que je... Nathalie Kosciusko-Morizet. Pas particulièrement. Moi, je viens au Salon des maires tous les ans depuis plus de 10 ans. J'y suis venue comme maire, j'y suis venue comme ministre. J'y viens parce que c'est une belle communauté en fait, le Salon des maires, parce que c'est l'occasion d'échanger plusieurs projets, mais aussi tout simplement d'entendre, de sentir, voilà, ici, c'est un endroit où il se passe des choses. J'avais été très déçue, comme beaucoup, qu'on ait dû l'annuler, mais j'en comprends tout à fait les motivations. Je ne suis pas sûre que le moment ait été le mieux trouvé, parce que c'est compliqué comme moment pour beaucoup de maires, mais en même temps, c'était bien qu'ils puissent se tenir malgré tout cette année, et je ne suis pas particulièrement, je ne suis pas dans une démarche différente des autres années, même si c'est vrai que c'est une année un peu particulière pour nous. C'est le dernier congrès avant la présidentielle, il faut quand même le rappeler. Est-ce que Nicolas Sarkozy a une longueur d'avance, puisqu'on sait qu'il a peut-être le soutien notamment de François Baroin, qui est le président de l'AMF? Vous savez, c'est les Français qui vont voter à la primaire. Et d'ailleurs, ce qui est important pour la primaire et important pour la suite, c'est que les Français entendent qu'avec la primaire, c'est eux qui choisissent. Tous les Français qui veulent choisir. Il n'y a pas besoin d'être adhérent, il n'y a pas besoin d'être président d'une association, il n'y a pas besoin d'être élu, chacun, avec la primaire, peut choisir le candidat pour la présidentielle. C'est d'autant plus important qu'on sait bien avec les sondages, on n'est pas depuis le même sabot, on sait bien qu'il y a un gros risque que la présidente du Front National soit présente au deuxième tour, et donc la primaire des Républicains, c'est un peu plus qu'une primaire de la droite et du centre. C'est un moment important pour la France, c'est un moment qui engage beaucoup de la suite. Et moi, j'appelle tous les Français qui entendent cette émission à l'entendre. J'entends
trop souvent la question de mais alors est-ce qu'il faut avoir sa carte au parti pour la primaire et tout? Non, non, c'est les Français qui décident. Et donc c'est pas l'un ou l'autre. Un président d'association, un candidat, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est une bonne chose dans ces moments si difficiles pour le pays que ce soit pas comme ça que ça se passe et que tout dépende de la mobilisation des Français. Alors Nicolas Sarkozy, lui, n'est pas venu, mais il a reçu les maires hier au siège des Républicains et il a annoncé bien que s'il revenait en cas d'alternance, eh bien il y aurait une remise à plat de toute cette réforme territoriale, la loi NOTRe, la réforme des rythmes scolaires. Quelles sont vos propositions sur ces thèmes? Moi, je pense que les élus n'attendent pas un mouvement d'essuie-glace qui a été celui imposé par François Hollande en 2012 et qui est quelque chose d'extrêmement... ça mange énormément d'énergie, si vous voulez. En 2012, on avait fait les bonnes réformes. Ils ont besoin de stabilité, c'est ce que vous dites? Ils ont besoin, ils ont envie de stabilité et ils ont besoin qu'on les laisse travailler. Je pense que les réformes que nous avions faites en matière d'organisation territoriale étaient bonnes. La réforme avec le conseiller territorial qui permettait en fait de rapprocher Donc vous les seriez élus prêt à revenir au des conseiller départements. territorial, Nathalie, que c'est ce que Eh vous bien, je disiez. crois que c'était une bonne réforme, mais que pour autant, je ne suis pas sûre qu'il faille aujourd'hui encore changer les choses. Comprenez-moi bien, je pense que ça aurait été mieux si on était resté là. François Hollande est arrivé, il a voulu défaire, parce que c'était nous qui avions fait. Est-ce qu'on va faire comme François Hollande, à notre tour, arriver et défaire parce que c'est lui qui a fait? Je ne suis pas sûre que ce soit ce que les Français attendent. Moi, j'ai envie maintenant qu'on aille de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en matière d'organisation territoriale, et notamment en Ile-de-France. Il va falloir résoudre une espèce de millefeuille sur lequel on empile des couches. Elle est nécessaire, on cette empile des rationalisation, indemnités. oui. Et oui, elle est nécessaire, cette rationalisation en Ile-de-France. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que nous ne sommes pas attendus dans une logique de on va défaire ce que Hollande avait fait, qui était lui-même une façon de défaire ce que nous avions fait. Écoutez, ça s'arrête quand? Les élus, ils sont sur le terrain, ils sont au front, et je pense qu'ils attendent un petit peu plus de stabilité que ça pour pouvoir, par exemple, réinvestir. Parce que Alors c'est une des justement, choses qu'on oui. entend beaucoup dans le Parce que salon. François Hollande sera présent cet après-midi. Il va venir prononcer un discours très attendu par les élus qui attendent de lui un geste sur cette baisse des dotations aux collectivités. Est-ce qu'il peut aussi peut-être conserver son image de gestion rigoureuse budgétaire qui est indispensable dans le contexte actuel? Conserver son image de gestion rigoureuse budgétaire, alors pardon, mais moi, c'est pas l'image que j'ai de lui, là. Hein. Ça fait quelques mois qu'on a à la place d'un gouvernement un distributeur automatique de billets. Il y en a déjà pour plusieurs milliards. Toutes les semaines, on annonce un geste, comme ils disent, en direction d'une nouvelle catégorie. Bon, c'est un geste à 1 milliard d'euros à chaque fois. Si ce n'était pas un sujet aussi sérieux, je vous dirais avec un peu d'humour qu'il a déjà explosé largement son compte de campagne. Est-ce qu'il va encore faire un geste cet après-midi? J'en sais rien. Je suis sûre que les Français ne sont pas dupes. Et les Français en général, et les élus en particulier, parce que les élus savent que pour travailler bien au service de la population, il faut de la stabilité. Il faut, sur plusieurs années, savoir combien on va pouvoir avoir comme financement, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme budget. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on vous coupe vos dotations au dernier moment. Mais vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez pas réaménager votre organisation. Vous ne pouvez pas réaménager votre fonctionnement. Vous avez votre masse salariale. Elle a sa dynamique propre. Donc, qu'est-ce que vous coupez? Vous coupez l'investissement. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour les territoires, c'est dramatique pour les entreprises, c'est dramatique pour l'emploi. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir réagi en direct sur Public Sénat. On va à présent accueillir Pierre-René Lemas qui est à la tête de la Caisse des dépôts et consignations depuis mai 2014. Bonjour, ancien secrétaire général de l'Élysée entre 2012 et 2014. Merci, prenez votre micro s'il vous plaît. Merci. On vous a vu intervenir à l'issue de ce débat consacré à cette baisse des dotations en collectivité. Alors comment la Caisse des dépôts finalement peut-elle accompagner les territoires justement pour faire face à cette baisse des dotations? Ce que je dis, merci d'ailleurs de m'accueillir. La Caisse des dépôts, elle peut jouer son rôle. Alors la Caisse des dépôts, c'est pas un puits sans fond et c'est pas un couteau suisse. Donc on peut mobiliser l'épargne populaire pour accompagner les politiques des collectivités locales. Alors il y a 3 manières de faire. L'une, c'est les prêts, parce que la Caisse des dépôts, c'est d'abord le financeur des collectivités locales. Et on essaye d'avoir une gamme de prêts qui permettent d'aider à l'investissement. Soit des prêts à très bas taux d'intérêt, on a une enveloppe de 20 milliards d'euros, soit des prêts encore plus spécifiques, qui sont des prêts qu'on appelle croissance verte. Et puis, le président de la République a annoncé au début de l'année une enveloppe de prêt de 1,5 milliard d'euros. C'est des chiffres qui donnent le vertige, c'est des chiffres importants. Hein. 1,5 milliard d'euros qui permettent de financer ce qu'on appelle la rénovation thermique des bâtiments publics. Et l'avantage de ces prêts est double. D'abord, ils sont à taux zéro. Et puis, j'ai bien entendu les collectivités locales qui disent on a un problème d'autofinancement, on le sait bien. Ça a été l'objet des tables rondes de ce matin.
Et donc, avec ces prêts, on peut aller jusqu'à couvrir 100% du besoin de financement. Donc c'est une première réponse en termes de prêts. Ouais. Mais il y en a d'autres. Ouais. Vous pouvez aussi les accompagner pour bénéficier du plan Juncker. On en a beaucoup parlé depuis le début de ce congrès de la MFI. Oui, vous savez, le plan Juncker, au fond, c'est une idée assez simple. Il y a beaucoup de liquidités sur le marché européen, il y a beaucoup d'argent et nos collectivités locales, nos communes, ont beaucoup de mal à brancher les bons tuyaux sur cette masse financière. Donc nous, on peut les accompagner d'abord parce qu'on est les guichets sur le territoire national de la Banque européenne d'investissement. C'est pas la peine d'aller à Luxembourg, il suffit de venir nous voir. Et puis, deuxièmement, on peut monter des projets. Parce que vous savez, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est l'ingénierie technique, juridique, financière. Donc on peut aider les collectivités à monter des projets. On sait que les petits projets, c'est très compliqué de les financer. En revanche, si on fait venir beaucoup de petits projets sur une plateforme, à ce moment-là, on peut aller demander les financements de Bruxelles, de Luxembourg d'ailleurs, et puis bénéficier des garanties de la Banque européenne d'investissement. Donc, au fond, notre rôle, c'est un rôle de financeur et aussi un rôle d'accompagnateur. On est là aussi pour aider les collectivités locales à bénéficier des financements européens. Ouais. La Caisse des dépôts a en quelque sorte retrouvé son rôle de proximité avec les territoires, vous le mentionniez. C'était la Caisse aussi des territoires, on s'en souvient peu, mais elle s'appelait comme ça. Oui, enfin, mon idée, elle est simple, et c'est l'idée de toutes les équipes de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a été l'organisme qui a financé le développement de la France au siècle dernier. Ça a été l'organisme qui a accompagné la décentralisation il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on sait que les problèmes majeurs, ils sont sur le territoire. Mais qu'en même temps, l'avenir est sur le territoire. Il n'y a pas de création d'activité qui soit hors sol, c'est sur le territoire. Et donc, mon idée, c'est que la Caisse des dépôts devienne ou redevienne la Caisse des dépôts des territoires, aux côtés des collectivités. C'est pas des paroles en l'air. Depuis un an, nous avons signé beaucoup de conventions avec les grandes villes, toutes les métropoles, avec les régions, on est en train de le faire. Et puis nous lançons toute une série de conventions à signer avec les villes moyennes, parce que le tissu de notre territoire, c'est d'abord les villes moyennes. C'est elles qui irriguent le territoire qui est tout autour. C'est elles qui maintiennent la cohésion sociale. C'est elles qui peuvent créer du développement économique, et c'est celle qui souffre. Donc on est là aussi pour accompagner les villes moyennes. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à venir défendre, à faire passer ce message aux collectivités? Vous pouvez encore financer les investissements par l'emprunt alors qu'elles sont étouffées, on l'a dit, étranglées par cette baisse des dotations, Pierre-René Lemain. Oui, je vais vous dire, les difficultés des collectivités locales, je crois que tout le monde peut en faire l'analyse, et nous aussi, les premiers, on est avec les collectivités locales tous les jours. En même temps, les collectivités locales ont besoin d'investir. Pour investir, s'il s'agit simplement d'emprunter avec les produits traditionnels, c'est compliqué pour les raisons que vous dites. Il y a des difficultés en termes d'autofinancement. Maintenant, si on peut dire aux collectivités locales, par exemple, vous pouvez sur des projets, des petits projets, enfin les petits projets, ça peut aller jusqu'à 1 ou 5 millions d'euros, c'est pas si petit que ça. Avec des petits projets, vous pouvez bénéficier non seulement de prêts jusqu'à 20 ans et puis au-delà. Et vous pouvez financer 100% de vos projets. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'autofinancement. Franchement, ça ressemble beaucoup à de la subvention. Puis je vais vous dire une deuxième chose. Il faut aussi que nous, Caisse des dépôts, on accompagne les collectivités en fonds propres. C'est-à-dire qu'on les aide à monter des projets. Et on a mis de côté une enveloppe de 500 millions d'euros qui permet d'aider les collectivités locales, leur SEM, leur CEMOP, à financer les projets. Pierre-René Lemain, dernière question. François Hollande est attendu cet après-midi. Il faut qu'il fasse un geste envers ces collectivités, selon vous ? Je vais participer du teasing de Public Sénat depuis ce matin. Je ne sais pas ce que va dire le président de la République tout à l'heure, mais ce que je sais, c'est qu'il est attaché aux communes, il est attaché au tissu communal. C'est d'abord un homme des territoires. Alors on verra bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. C'est la fin de cette première matinée. Rendez-vous cet après-midi à partir de 14h40 pour suivre, je le disais, en direct l'intervention de François Hollande. À tout à l'heure.